Radio Wave. La radio étudiante. Restez cordiaux, messieurs, ce n'est qu'un débat. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Alors, qui pour le mot de la fin ? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Le mot de la fin, ce sera pour la fin de l'émission. En attendant, nous voici de retour pour un nouveau numéro de Politiquement Incorrect. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir mes deux compères fidèles à cette émission depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Nous sommes ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. 2 ans, 3 ans 3 ans. On en est plus à la de 2 ans. année. Voilà. Oui, on en est à la 3e année. En fait, ça fait 2 ans et demi. Eh bien, j'accueille donc Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir Nico, comment vas-tu cette semaine ? Eh bien écoute, très bien. Voilà, c'est vendredi, c'est le week-end. On vous accueille pour cette émission. Il doit plus y en avoir beaucoup dans la grille de Radio Rec en ce moment, mais eh bien, nous sommes parmi les derniers chaque saison et nous en sommes ravis avec un sujet ce soir. Eh bien, qui est de saison, dirons-nous, le bac. Vous savez qu'on est en plein dedans, on va en parler d'ici quelques instants. Avec nous ce soir, il est en train de jouer avec une touillette, ce qui montre son âge mental d'environ 5 ans. Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Nico, je vois que ton humour a toujours progressé, c'est bien. Mais oui, il progresse constamment, c'est formidable. C'est parfait. Marc, merci de m'avoir remplacé lors de la dernière émission. Alors j'ai écouté, parce que j'ai un emploi du temps très très chargé, que le début et la fin, et je n'ai pas entendu, voilà, la petite référence que tu devais me dédier. Je sais pas si tu l'as faite, mais je l'ai pas entendue en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Non, Tu l'as oublié, voilà. Je tiens à ma carrière, voilà. C'est ça, voilà. Eh bien, en tout cas, on salue nos auditeurs, toujours aussi fidèles, en tout cas on l'espère, que nous pouvons retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux, Facebook, le Facebook Politiquement Incorrect, sachant que REC s'écrit RECC, et sur Twitter avec le @incorrect de mémoire. Voilà, si et toujours la même orthographe. Voilà, mais oui, évidemment, on va quand même pas changer. INCO2R. Non, R. Voyelle, consonne. Alors, INCO. Le compte est bon. RECCT, voilà. Voilà, merci Le Hugo. compte y est. Très belle entrée en matière sur une émission qui va parler du bac, de commencer par épeler incorrect, effectivement, incorrectement, on va dire. Tout à fait. Voilà. Eh bien, on va se lancer tout de suite dans le débat. Alors, plusieurs choses ont motivé notre émission de ce soir, à commencer peut-être par cette fuite le week-end dernier dans l'actualité, fuite qui a été annoncée sur les sujets de philosophie, puisque vous le savez, le bac commence traditionnellement par la philosophie, épreuve reine, en tout cas en filière littéraire, mais également importante dans toutes les filières finalement, cette épreuve de philosophie. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on entend des fuites, de la triche. Alors voilà, des sujets qui avaient été de plusieurs années, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, des sujets qui avaient été pris en photo au moment de l'impression. Cette année, voilà encore la même chose. Il y a aussi ces fameuses montres qui permettent de voir son cours, enfin voilà, des montres qui sont de plus en plus des montres ordinateurs finalement, des moyens qui augmentent de plus en plus et qui permettent de tricher plus facilement, ou alors on l'a vu voilà avec les réseaux sociaux, de faire sortir des sujets ou alors faire semblant d'avoir eu les sujets finalement et de répandre des rumeurs. Voilà un petit peu le contexte aujourd'hui dans lequel les élèves passent les épreuves du baccalauréat. Une petite réaction Hugo ? Oui, bah ça montre, finalement, ça montre assez bien de ce qu'est le baccalauréat, de manière générale. Voilà. Du fait que ça soit un examen national, bah, il y a des répercussions qui sont aussi nationales, de choses comme la fraude. Tu l'as expliqué dans ton introduction. Il y en a eu l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans, sur le sujet de mathématiques. Cette année, c'est sur le sujet de philosophie. Voilà, il y en a chaque année parce que bah, les gens, bien que de plus en plus de gens ont le baccalauréat, on va le voir plus tard, les gens essayent quand même de tricher, de dévoiler à l'avance les sujets. Alors, et puis, j'ai envie de dire, ça montre aussi en quelque sorte la faillite qui peut être celle de cet examen national. Alors effectivement, entre-temps, le ministère semble avoir démenti, c'est-à-dire que finalement, il n'y aurait pas eu de véritable fuite, ça pourrait sans doute être des fausses choses. En tout cas, il y a une enquête d'ouverte. L'éducation nationale a évidemment porté plainte pour que cette enquête puisse être ouverte avec la gendarmerie. Et donc, voilà, des enquêtes qui sont en cours, mais comme chaque année, évidemment. Tu parlais il y a quelques... Oui ?
Non, je te vois oui, réagir. oui, Oui, tu- je me permets de te couper juste pour dire que c'est assez marrant comment les médias reprennent l'actualité du baccalauréat. À l'ouverture, comme tu as dit, l'épreuve maîtresse, Oui. c'est sûrement voilà, la philosophie, la première, celle qui ouvre l'examen. Et puis après, on n'entend plus trop parler du baccalauréat. Oui, c'est-à-dire qu'on n'entend plus parler de l'épreuve de mathématiques. Voilà, des le épreuves. sujet de philosophie qui peut en quelque sorte inspirer un peu tout le monde, qui peut donner à tout le monde voilà, le temps de réfléchir et de s'interroger, et présenter à chacun. Oui. Et puis pour les autres sujets qui peuvent aussi donner à réfléchir, donner à s'épanouir intellectuellement, ne sont pas médiatisés finalement, ou assez peu. Et tu fais bien de dire cela, c'est-à-dire qu'on voit à chaque année, le même nombre de semaines avant l'épreuve, les fameux sujets sur ceux qui vont le passer à 60 ans, ceux qui vont le passer à 13 ans. On voit les fameux sujets de ceux qui stressent, de ceux qui ont des conditions particulières pour passer l'examen. On arrive le jour de la philosophie, on annonce en grande pompe qu'il y a la philosophie et qu'en même temps, il y en a qui trichent. Et puis ensuite, ça s'éteint, alors que le bac dure effectivement 7 jours jusqu'à lundi prochain. Puis ensuite, s'en suivront les oraux pour les premières en français, effectivement. Oui, voilà. Et voilà, comme tu dis, et on en reparlera que quand il y aura les résultats, c'est-à-dire Le 4 juillet. 4 juillet. Voilà. Voilà, et là on verra les pleurs et les sourires de tous ces candidats qu'on a vus depuis des semaines dans les médias. Et finalement, surtout les sourires. Voilà, oui, alors effectivement, les résultats du bac, tu le disais il y a quelques instants, les résultats du bac, ils sont, on dira, en constante hausse et certains remettent même en cause, c'est-à-dire que le bac serait donné. Qu'est-ce qu'on fait sans le bac? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bac? Pas grand-chose non plus, c'est juste ce qui permet un accès à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le bac, il est devenu un petit peu comme ça. Marc, peut-être une réaction sur ce qu'on a dit précédemment et sur ce constat finalement? Oui, enfin, je sais pas si. Enfin, c'est vrai que la philo est très médiatisée. Enfin, les sujets de philo, c'est un petit peu espèce de. C'est pour l'anecdote Oui, finalement. mais enfin, c'est une anecdote qui prend quand même beaucoup d'ampleur avec les trois sujets. Enfin, ça dépend des filières, mais en tout cas, il y a deux sujets de composition, enfin, De dissertation après par filière, oui. un commentaire de texte. Il y en a toujours. Cette année, j'ai remarqué que c'était très. Je trouvais que ça, c'est très hédoniste, les sujets. C'était beaucoup sur le bonheur. Le bonheur et être heureux, oui. Voilà, c'était un petit peu des trucs de maintenant. Enfin, à mon avis, c'est un peu conjoncturel, les sujets de philosophie. Et même les sujets d'histoire, parce que quand nous n'était passé, je me souviens, c'était sur les 70 ans de l'appel du général de Gaulle. Donc on avait. Voilà, c'est assez conjoncturel. Mais bon. Quand vous parliez de la fraude, enfin, moi, je veux dire, tricher sur quelque chose, sur un sujet de philosophie, quelqu'un peut avoir le sujet. Je suis sûr que quelqu'un a le sujet un mois avant, il le travaille, il peut avoir 2 sur 20. Enfin, c'est pas des mathématiques. Hein. Alors, Un il gars, l'aura pas bien travaillé dans ce cas-là. Non, mais je veux dire, ça dépend tellement du correcteur. Moi, je suis quasiment sûr. Moi, on a les opinions, voilà. On n'est peut-être pas forcément d'accord, mais ça dépend énormément du correcteur. On peut dire quelque chose. Et le problème de l'être humain, c'est aussi de ces gens qui, quand on n'est pas d'accord avec eux, n'acceptent pas finalement ce qu'on peut dire à l'inverse. Il y en a qui acceptent, même quand. Enfin, on peut pas dire que tous les profs sont. Il a bien développé, donc même si je suis pas d'accord avec lui, je lui mets telle note. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'on a beaucoup plus le contraire qu'autre chose. Et je suis sûr qu'on voilà. Puis bon, c'est une anecdote justement un peu bête qu'on répète chaque année, mais passer la copie à 2 profs de philosophie, la même copie, vous aurez, si ça se trouve, 2 notes complètement opposées. Donc moi, je suis un peu. Et puis le souci, c'est qu'on a un mélange entre des profs, on va dire un petit peu de l'ancienne école, qui attendent des auteurs, qui attendent voilà une pensée philosophique, même si on est qu'à 18 ans quand on passe le bac, et de l'autre des gens qui sont un peu plus jeunes, qui certainement et quelquefois attendent des sujets de philosophie en lien entre guillemets avec l'actualité, c'est-à-dire prendre un sujet entre guillemets banal et le mettre à la sauce un peu philosophique, etc. Voilà. Mais bon, de toute façon, on n'est pas bien formé à la vraie philosophie, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est formé à une espèce de philosophie de comptoir, alors que des fois les profs peuvent attendre une philosophie qui peut être post-bac en fait. Et bon, après, je suis pas dans les rouages de l'éducation nationale non plus, mais bon. Expliquons quand même à nos auditeurs qui ne nous voient pas forcément, et en tout cas qui ne me voient pas du tout, que quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'effectivement, j'ai fait des mimiques exprimant que je n'étais pas spécialement d'accord, parce que pour moi, on juge le bac, et pour avoir vu les textes officiels, on juge le bac sur une méthode à appliquer et sur une certaine méthode. Donc qui va vérifier, notée. Nicolas. Hein. Non, mais je Oui, ne voilà, dis pas ce ça, sont des mais textes. tout professionnel, parce qu'un professeur est un professionnel de l'éducation, enfin de l'enseignement en tout cas. Oui. Est L'enseignement, censé pas de la suivre- correction, justement. Oui, non, mais est censé avoir ces textes et en grande partie quand même aujourd'hui les professeurs sont censés juger selon certains critères et c'est pour cette raison qu'il y a des jurys d'harmonisation bien sûr. On va laisser parler Hugo et réagir. Hugo peut-être. à Non, ce que tu as juste, dit. j'aimerais te poser une question. Tu penses pas, toutefois, que ça serait pas mal d'avoir 2 correcteurs sur une copie de philosophie?
Je sais pas si c'est déjà le cas, Moi, je pense j'en que suis pas c'est- sûr. Je c'est- Oui, pense- et alors Quand une copie- qu'est-ce qu'on quand- fait concrètement en termes de notes? Bah, On met on la coupe- moyenne entre les deux? Bah oui, on coupe la poire en deux. Donc ça veut dire que si un a mis 8 et l'autre 17, on remet même pas en question le fait qu'il y a un professeur qui met 8 et l'autre qui met 17. Non, Enfin, après, il y a- après il y a, comme tu sais, voilà, des commissions d'harmonisation, des notes, des choses comme ça. Il y a Ça des fait- c'est vrai que ça il y a- fait énormément de il y a- boulot. il y a des discussions qui peuvent exister, mais si toi-même, tu reconnais qu'il peut avoir un écart entre voilà, un 17 et un 8 pour la même copie. Non, je par- pense pas que ce soit. Déjà, je ne pense pas qu'une telle amplitude entre deux notes soit, Si. soit réellement soit Moi, je courante. pense que Non, si. mais, si. mais après, il faut aussi remettre ça dans le contexte. Par exemple, quand tu passes un bac littéraire, je sais plus si c'est toujours le cas, mais à notre époque, c'était un coefficient 7, la philosophie. C'est pas 8. Non, mais C'était pas- coefficient 7. grave. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un gros coefficient. Et donc, quand tu as ne serait-ce que 2 points de différence entre un 8 et un 10, bah, ça peut te faire basculer et te faire avoir ou non ton diplôme. Donc voilà, c'est pour ça Alors- que je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Et ça peut valoir, excuse-moi, je finis, aussi pour une copie d'histoire, notamment. Voilà, tout ce qui est sciences humaines, finalement, c'est pas des sciences exactes. Donc ça joue aussi beaucoup sur l'interprétation dans la correction. C'est ce que j'allais dire effectivement en incluant l'histoire géo ou d'autres matières encore comme les sciences économiques et sociales, qui sont des matières où on rédige et où il n'y a pas de barème fixe à donner et où on note Ouais, non. une copie globale. Au final, c'est l'instruction qui est donnée effectivement. Marc? Oui, et puis bon, contrairement, je pense à l'histoire géo, notamment, bon, après on va peut-être en revenir sur le niveau, je pense. Bon, après, on va pas être d'accord, je le sens, mais on peut peut-être revenir là-dessus. Mais en tout cas, l'histoire géo, je veux dire, c'est avant tout des connaissances. Il n'y a pas forcément de réflexion. Enfin, ce qu'on demande, j'ai pas l'impression qu'au bac, on demande une véritable réflexion, même si c'est sur la mémoire, c'est pas quelque chose qui va taper des grands auteurs, etc. En philosophie, le problème, c'est qu'on peut pas objectiver une pensée. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord, ou c'est très difficile. En fait, c'est très difficile de rendre une cohérence à l'enseignement supérieur. Tu peux, oui, mais t'es pas d'accord. Je vois ta tête. Tu n'as Mais pas, c'est-à-dire compris- tu n'as pas compris l'objectif de l'épreuve de philosophie. Bah, L'objectif vas-y. de l'épreuve de philosophie, c'est le même que celui de l'épreuve d'histoire-géographie. Durant l'année, tu as vu des thèmes, tu as vu des pensées différentes sur ces différents thèmes, en théorie, les auteurs, ce que signifient les fameuses notions de philosophie et les différentes contradictions. Et la dissertation de philosophie consiste à rendre compte de cela à travers un sujet. Bon. Donc une question qui est posée. Et donc finalement, l'épreuve de philosophie, comme toutes les épreuves du baccalauréat, ne font pas appel à une réflexion strictement personnelle. Au J'ai pas dit contraire. ça. Et d'ailleurs, tous les exercices académiques réfutent ce genre de choses. On fait à chaque fois appel à un cours, à quelque chose qui a été appris. Donc quand Mais tu c'est dis nul. que on doit y mettre sa réflexion personnelle, Bah, enfin, oui, mais c'est nul. et s'il y a que pas de finalement il réflexion peut y avoir personnelle. une énorme différence entre les enseignants C'est qui nul. corrigent, il n'y a pas de raison puisqu'on est censé dans une dissertation définir les notions, expliquer Oui, et faire des c'est paragraphes, thèse, antithèse, synthèse. Donc nul. finalement, il n'y a pas... Déjà, thèse, antithèse, synthèse, déjà quand on me parle de ça, moi j'ai les poils qui s'érissent parce que franchement, T'en as pas. si j'en ai un peu. Bon, en plus, Il est Hugo. blond. Je rigole, non. Non, mais Nicolas, je comprends ce que tu veux dire et voilà, on a ce désaccord depuis des années, on est là bien d'accord. Mais à quoi sert la philosophie s'il n'y a pas de réflexion personnelle? Ça sert à quoi de se bourrer le crâne avec Non, mais des c'est auteurs? une initiation à la philosophie. Des gens ne peuvent pas se prétendre philosophe au bout d'un an. Mais bien sûr que non, c'est pas ça que je dis. Non, mais mais on moi, est d'accord, on est d'accord. moi, je serais plus pour une espèce de philosophie, on va dire un peu réflexive, où on a fait appel à de la réflexion. À de la réflexion, ça sert à quoi de nous balancer des auteurs qu'on n'aura jamais lus à cette époque-ci? On va dire, il a dit ça, on n'aura jamais lu, on aura mangé en fait des concepts qu'on aura selon. Parce que ce qui est marrant, c'est que même entre les philosophes, vous allez sortir un paragraphe, les deux philosophes vont vous dire, mais non, il dit pas la même chose. Là, soit il y en a un qui va nous taxer d'être anachronique. Bah, ça, sur les textes de Kant, ça se voit très bien. Soit d'autres qui vont nous dire, bah non, finalement, vous voyez, il faut objectiver ça dans une pensée, dans une contextualisation historique, etc. Moi, je trouve ça difficile aujourd'hui de prétendre, même à une introduction de la philosophie. Pour moi, il faudrait une philosophie semi-pratique, enfin, un truc qui fait appel à une réflexion. Et moi, je vois pas l'intérêt de citer des auteurs qu'on n'a pas lus. C'est tout simple. Et personne, je suis sûr, bon, je vais pas globaliser, mais on va dire que sur 86% des gens qui ont le bac, on va en dire sur ceux qui passent l'épreuve de philosophie, je suis sûr qu'il n'y en a même pas 5% qui ont déjà lu un ouvrage qu'ils ont déjà cité. C'est ça que je veux te dire, Nicolas. C'est que, bon, après, libre à toi de dire ce que tu veux. Mais moi, je suis désolé, ce qu'on fait là-bas, c'est pas de la philosophie. C'est pas de la philosophie. Non, mais ça, on est d'accord. Hugo? Mais Marc parlait tout à l'heure, voilà, là il parle de philosophie pratique, tout à l'heure il parlait un peu de philosophie de la vie quotidienne, voire
il La va réflexion, exprimer- la morale, il va exprimer non quelque chose autour de la philosophie de comptoir. Moi, je suis pas contre le fait qu'on utilise voilà, des éléments de la vie quotidienne, Bien des sûr. éléments de la culture plus populaire dans... Mais faut dans- le marquer. dans- Faut dire qu'on fait ça. C'est-à-dire Voilà, que je c'est ça pense, qui est je terrible. pense, je vois pas ce qui est terrible Non. là-dedans. Après, Du bien moment sûr que que, c'est- du moment que c'est bien noté. sûr que sûrement que les théories qui s'expriment dans la culture populaire, ça peut être des Disney, viennent de philosophes, mais à 18 ans, on n'a pas forcément Oui. la logique, on n'a pas forcément les capacités réflexives à trouver le rapport. Et donc, je pense que c'est déjà une belle introduction d'essayer de voir dans notre culture, dans les connaissances que l'on a, je veux dire que l'on a acquises personnellement dans notre vie de tous les jours, que l'on puisse remettre ça dans une copie de philosophie, dans une réflexion tout à fait philosophique. Bien Et je vois sûr. pas ce qu'il y a de honteux à ne pas citer Non. Kant, voilà, Schopenhauer, Rousseau ou Platon. Et à la place de ça, Mais moi, c'est- citer des gens qui sont plus proches de nous finalement, Oui. plus accessibles. Et- Parce que, excuse-moi Vas-y, je juste, t'en prie. parce que voilà, c'est juste simuler une Voilà, ouais. appropriation de Voilà. quelque chose Que l'on que, ne comme maîtrise pas. dit Marc, on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas lu. Voilà, on a appris par cœur des citations. Voilà, on a appris quoi On a appris, 0,01% Il y a encore. et encore de l'œuvre d'un auteur. Puis après, on revoit 0,002% de tel auteur et on avance comme Voilà, ça. c'est Alors, je veux n'importe bien, c'est bien que l'on commence à se familiariser avec des thèmes, avec des auteurs, c'est très bien, mais que l'on ne se formalise pas à ça. Il faut aussi essayer de, comme je dis, essayer de faire de la philosophie de la vie quotidienne, essayer de raisonner philosophiquement. C'est ça l'intérêt de la philosophie, c'est d'apporter, voilà, comme ça, une réflexion. La philosophie, c'est l'amour du savoir, si mes notions de grec sont bonnes. Donc voilà, c'est ça aussi. Et avoir, voilà, la passion de s'intéresser aux choses, à la vie. Et puis, Et voilà, ne pas se et- formaliser à des auteurs. je rajouterais quelque chose d'autre. Il faut aussi faire attention à le souci, je pense, central des philosophies, alors qu'elles peuvent être antiques, elles peuvent être plus contemporaines au 18e, enfin, tous les auteurs, que ce soit 18e, 19e, c'est-à-dire qu'ils avaient une façon d'écrire qui était celle du temps. Et aujourd'hui, quelque chose peut paraître ardu à comprendre, on dit putain, il a été chercher ça très loin, mais à l'époque, pour eux, c'était une philosophie facile à comprendre, enfin, quelque chose de logique en somme, quelque chose que quelqu'un d'aujourd'hui aurait pu écrire, voilà, et puis dans 200 ans, on se dira, bah finalement c'est ardu, mais à notre époque, c'était pas du tout ardu. Et il faut bien remettre ça dans un contexte. Et c'est ça le problème central, c'est que vous avez des citations où une seule phrase peut donner des tas d'explicitations parce que vous allez avoir la notion, voilà, qu'est-ce qu'être heureux? C'est quoi, voilà, être heureux, ça veut dire quoi? Déjà, être et heureux. Déjà, il faut faire attention dans les sujets de philosophie, s'il y a une virgule, si tel nom est placé avant l'autre. On est où, quoi? On est où pour à notre époque, même à notre époque, des gens qui viennent à peine de savoir qui était Kant, qu'est-ce qu'il disait. Quand on va dire, oh bah, c'est l'impératif catégorique, il faut jamais mentir. Voilà ce qu'on retient, et je pense pas résumer globalement. En tout cas, c'est ça qu'on apprend dans Kant. Et quand on va plus loin dans l'œuvre complète de Kant, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Notamment cette idée de domination où il dit, par exemple, non mais c'est vrai, mais ça on le voit pas et c'est pourtant intéressant. Mais quand il dit que je sais plus dans quel, enfin si ça va me revenir dans Qu'est-ce que les Lumières, il explique pourquoi les peuples dominés ont une part de responsabilité, si ce n'est une grande part de responsabilité dans leur domination. Ça, c'est des textes qui sont passés sous silence, parce que ça dérange aussi. Des textes de Kant aussi sur le droit, qui dit qu'il faut pas se révolter si on est pauvre. Enfin, des trucs. Et voilà. Et encore, ça, j'ai même pas traduit même 1% de ce que dit Kant en règle générale. Et je termine juste en disant qu'aujourd'hui, et Hugo vient de le dire justement, on a des auteurs, on apprend des phrases, des idéotypes en fait, comme si on appelait ça une table. On pense à Freud, on pense à la psychanalyse, on pense à l'inconscient. On pense Kant, on pense impératif catégorique. On pense Schopenhauer, on peut penser au pessimisme. Mais on ne sait pas ce que c'est, Donc moi je suis pour quelqu'un qui ne cite pas ces grands auteurs, qu'il n'a jamais lu, qu'il ne comprend pas totalement, et que même, je pense que des gens de matin qui sont profs de philosophie ne comprennent pas tout, mais qui ont l'honnêteté de dire, je ne les cite pas, je ne les ai pas lus, mais avec moi-même et avec ma réflexion, je peux vous apporter quelque chose de nouveau, ou de quelque chose d'incohérent. Alors finalement, est-ce qu'on n'aurait pas des épreuves surdimensionnées un petit peu à l'âge et on peut mettre ça en parallèle avec un niveau
qui est décrié comme descendant en flèche de manière générale la France, qui descend dans les classements, voilà. Parallèlement à cette réflexion, se dire finalement les élèves savent de moins en moins lire et écrire et parler d'ailleurs correctement. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas les évaluer sur du français, sur de la conjugaison, etc., plutôt que sur la lecture des livres en français, enfin en lettres premières, lettres modernes, dirons-nous, c'est comme ça que ça s'appelle officiellement le français, la lecture de textes où on explique, où on va fouiller dans un texte alors que les élèves ne savent même pas faire des phrases correctement pour certains. La philosophie, pareil, vous venez très bien de décrire un petit peu l'épreuve. Donc voilà, est-ce que finalement on n'évalue pas les mauvaises choses? Je vais commencer parce que je sens qu'Hugo aura beaucoup à dire, parce que là on touche à la langue française, donc je sais à quel point il y est attaché. Je vais être très bref. Ce que je viens de dire, faut pas croire que ce que je vais dire contredit ce que j'ai dit sur la philosophie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on a, je pense que même Nicolas, sur ce point-là, tu pourras pas dire le contraire. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de la conjoncture, tout ce que vous voulez, mais on a une baisse totalement de niveau, et même à notre niveau. Car ceux qui avant avaient des DESS ou ceux qui avant avaient des doctorats d'État avaient quand même une connaissance et un raisonnement, une culture qui était 10 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que toute cette logique, en fait, et cette philosophie de comptoir dont je parle, en fait, si aujourd'hui je dis qu'il faut avoir ça, c'est parce que l'époque dans laquelle on est nous l'impose. On a aujourd'hui des gens qui arrivent à la fac, qui ne connaissent pas. Voilà, je vais pas me vendre non plus, mais j'ai déjà rencontré Monsieur Lugan, donc que j'ai déjà cité, et quand il était prof à Lyon, il arrivait devant, il est prof d'histoire évidemment, et il arrivait, personne ne savait qui étaient des grands noms, Bismarck, personne connaissait ces grandes figures. On a des général de Gaulle, vaguement ça évoquait l'appel du 18 juin, et donc en fait on est obligé de simplifier, simplifier, alors qu'avant les textes étaient les sujets étaient peut-être pas les mêmes, mais la connaissance était beaucoup plus grande. Malheureusement, on peut plus continuer aujourd'hui à avoir cette philosophie que j'appellerais la philosophie noble, qui appelle à des connaissances et une réflexion, parce que le niveau est nul. Le niveau est nul. 86% de réussite au bac, je crois, l'année dernière, c'est n'importe plus 86,8. Ah, tu vois, je me suis pas trop trompé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, puisque aujourd'hui, du coup, ça laisse les universités ouvertes sans diplôme d'entrée, donc enfin sans examen d'entrée. On a des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui, voilà, donc toute cette logique en fait d'aller vers la philosophie de comptoir et qui, en fait, plus honnête avec nous-mêmes et avec notre époque, s'inscrit dans une décadence et pas forcément des profs, et je confirme, Nicolas, pas seulement de l'enseignement supérieur, parce qu'ils sont aussi déterminés par notre époque, mais une baisse de culture avec, à mon avis, ces nouveaux médias alternatifs qui offrent beaucoup plus de loisirs que la lecture ou ces choses-là. Enfin, je m'expliquerai après. Alors, je vais passer la parole à Hugo. Juste avant, vous contez peut-être une petite anecdote. Sachez quand même que dans certains programmes de lycée aujourd'hui, lorsqu'il est question d'étudier l'Afrique subsaharienne, il n'est pas rare de voir pour étude de cas l'Algérie. Voilà. Hugo. Super. Non, mais et ça vient pas dans les débats et ça vient pas des élèves. Hein. Ah, mais voilà. Non, mais, tu vois, je parlais aussi dans. Moi, on verra. Promis, je vous fais 5 minutes là-dessus. Je vous promets. Là, tu m'as lancé. Là. Hugo. Oui. Alors, Marc disait que je serais très tatillon sur le français. Oui, je pense pas qu'il faille. Il est terrible. Je pense pas qu'il faille, voilà, du coup, s'arrêter et changer l'examen pour, voilà, finalement baisser même le niveau des épreuves, non pas le niveau de la notation. Mais ça, pourtant, c'est ce qui se fait. Hein. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on baisse le niveau de la notation. Mais moi, je veux pas qu'on aille jusqu'à baisser le niveau de l'épreuve en elle-même pour ne plus donner des commentaires de texte. Mais on n'a pas baissé le niveau des épreuves, on a carrément baissé le niveau des programmes. Oui. Non, mais on ne dit plus rien. Ce que veut dire Hugo, c'est baisser le niveau d'attente, quoi. Je pense que non, c'est même pas ça que je veux dire. C'est que toi, Nicolas, ce que tu semblais dire, c'était voilà, du coup, on n'arrive pas à commenter un texte, les gens n'arrivent pas à écrire français. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer directement l'épreuve de lettres pour en mettre finalement une épreuve pour tester le niveau d'orthographe. En tout cas, il faut mettre des cours. Je pense, oui, mais tu as tout à fait raison. Il faut remettre des cours. Il y a le projet là de socle de connaissances, de compétences générales et de culture. Socle de compétences. Attends, oui. J'ai le nom, je vais le retrouver.
Ça s'appelle Bon, je réagirai. le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Voilà. Bref, dans ce socle-là, je pense qu'il faudrait, oui, souligner le rôle du français, mais le français, c'est plus global que ça. Le français, c'est pas seulement, comme tu dis, un cours de français. C'est de manière générale. On écrit français, c'est notre langue. On écrit français dans toutes les langues. Dans toutes les Dans toutes disciplines. les langues. Allez hop là. Hop, non, dans toutes les disciplines. Non, on a un nationaliste Non, français. là, pas du attention. tout. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on l'utilise dans toutes les disciplines. Donc, c'est aussi à tous les professeurs de jouer ce rôle de correcteur. Et voilà, on nous a dit, il y a beaucoup d'enseignants qui disent oui, mais faites attention, votre orthographe sera sanctionnée s'il est trop mauvais, c'est inconscient, etc. Mais il faut aller peut-être plus loin. Il faut déjà appliquer ce qu'ils font, peut-être mettre un barème aux notes, des choses comme ça. Quand je vois, nous, on était dans une licence l'année dernière, nous trois finalement, jusqu'à juin 2013, en licence de géographie ici à Marne-la-Vallée. Et certains profs étaient consternés par le niveau de français des étudiants qui rentrent en L1. Mais Et c'est voilà, aussi le cas en master. mais c'est grave. Mais oui, c'est Ils grave. proposaient, voilà, ils disent, il serait peut-être temps de bloquer le passage en deuxième année de licence en cas de niveau de français trop bas. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Je vois que certaines universités commencent à développer doucement. C'est pas l'université de faire ça. Doucement, excuse-moi, mais laisse-moi finir. C'est sûr, mais des universités, commencent doucement à essayer de récupérer, voilà, l'écart finalement, de le réduire. Mais voilà, c'est comme dit Marc, c'est un peu trop tard et c'est un peu retour, voilà, sauvé juste à la catastrophe à la dernière minute, quoi. Alors, Marc, C'est bien trop tard, l'université, pour la réponse à surtout Hugo, en master, comme tu dis. Ouais, je pense que là, on est en train de. Parce qu'on est tout à fait géniaux tous les trois, c'est pour ça. Donc on est, Ah bon on est géniaux. Bah, Ouais, je pense qu'on est en train de montrer, on est en train de mettre en avant le paradoxe majeur. C'est-à-dire, mais c'est vrai, je pense, non mais honnêtement, sans La vouloir. lumière fut. La lumière fut, ça y est. Non mais on a d'un côté un niveau qui ne veut pas, dont on veut qu'il ne baisse pas, ou qu'on est de plus en plus critique envers ça. De l'autre, on dit l'égalitarisme nous impose que tout le monde ait le bac, l'accès à l'université, etc. Donc là, on a les deux. C'est-à-dire que moi, je vais envie de vous dire, l'égalitarisme, il va jusqu'à où? Si le but, c'est de donner le bac à tout le monde, quel est l'intérêt d'avoir un baccalauréat aujourd'hui? Et on posera la question tout à l'heure. Et autre question, c'est qu'aujourd'hui, on a une université qui se secondarise. On a, en fait, je pense, et c'est terrible, un lycée qui fait de plus en plus, je sais que ça va hérisser les poils de Nicolas, qui fait de plus en plus le travail d'un collège, en matière grammaticale et autres. bah non, Et- il ne fait pas le travail. Non, mais c'est le lycée qui récolte le fruit de ça. Et du coup, ce qui nous amène au lycée qui fait toujours pas, qui n'arrive pas encore à avoir une écriture, etc. On en arrive à une université secondarisée. Donc d'un côté, un égalitarisme, il faut que tout le monde ait le bac. Mais alors, quelle est la valeur du bac? Et de l'autre, oui, il faut peut-être simplifier parce que c'est peut-être un peu trop ardu aujourd'hui, etc. Mais faut arrêter au bout d'un moment. C'est quoi cette idée de donner des cours en plus? Non, mais c'est quoi l'idée? Mais excuse-moi, mais chacun se démerde au bout d'un moment. Faut pas. Ça sert à quoi? C'est-à-dire que maintenant, on va accompagner les gens. En fait, on va tout faire pour qu'ils aient leur bac. Mais arrêtez 5 minutes. Arrêtez 5 minutes. Alors, les chiffres, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de la moyenne de 2013, évidemment, puisque le bac 2014 étant en train de se dérouler, on ne peut pas les prédire. 86,8% d'admis à la session, donc 2013. Un taux de réussite en augmentation de 2,4% l'année dernière. De 2,4 points, pardon. Il faut ajouter à ce chiffre 73,1, soit près de 3 personnes sur 4 d'une même génération qui ont eu le bac à lauréat. C'est-à-dire la génération, voilà, le pourcentage de bacheliers dans une génération s'élève cette année, l'année dernière, donc à 73,1%. 3 sur 4 avaient le bac. Donc. Au baccalauréat général, les chiffres, 91,9% de réussite au baccalauréat général, 86,4% pour le baccalauréat technologique et 78,6% pour le bac professionnel. Rappelons très rapidement, puisqu'ils étaient groupés, les chiffres de l'année 1995, ça tournait autour de 75%. Donc on a Faudrait même remonter avant, tiens. plus 15 points environ
10-15 points en 10 ans, en 15 ans, ouais, bon, 18 ans. Mais Marc voulait remonter avant, j'ai les chiffres de 70, et là, bon, le bac... Avant la démocratisation de l'enseignement, c'est ce qu'on a c'est appelé ça, en fait. la démocratisation, le fait que tout le monde n'importe quoi. puisse accéder au lycée et que finalement on commence à travailler plus tard après avoir fait ses études. Ouais, j'y reviendrai. Juste, je voulais donner le chiffre de 1970. Oui. À cette époque, il n'y avait pas de bac professionnel, mais il y avait bien un bac général, un bac techno. Là, on était à des chiffres en dessous de 70%. Donc, on était à 67% de réussite, ce qui est pour moi un peu plus réaliste. Et comme tu le dis très bien, Nicolas, oui, c'est, faut le rappeler, la loi Jospin en 1989 qui donne pour objectif de réussite 80%. Et là, on est bien au-dessus, on explose cet objectif donné par Lionel Jospin. Et j'aimerais juste donner un espèce de concept que j'ai trouvé en faisant des petites recherches avant l'émission. C'est Thibaut Collin qui, lui, parle d'égalitarisme idéologique. Et je trouve le concept assez bien pensé. Voilà, on veut à tout prix un égalitarisme Voilà, c'est ce que je disais. au prix voilà, d'une descente infernale du niveau. Voilà, on descend le niveau parce que il faut finalement que le plus de personnes soient contentes, soient ravies, soient une sorte de satisfaction à réussir le bac. Alors que de l'autre côté, on dit que les diplômes ont de la valeur. Voilà. C'est pour ça que je voulais... Mais C'est terrible. Mais juste une petite chose, voilà, c'est ce que dit Marc. Finalement, bah, ça fait baisser le niveau de la valeur du baccalauréat en le donnant à tout le monde. Je dis pas. Mais c'est- si, en fait, mais si, non, mais t'as raison, non, arrête-toi là, mais c'est parfait. Non, j'ai pas terminé là. C'est parfait. Je dis pas qu'il faut que tout le monde n'ait pas le bac. Il faut que le plus de personnes aient le bac. Mais non. Mais excuse-moi, mais pas de cette manière-là. C'est la mauvaise manière. Là, on fait par le bas. Il Mais faut non, le faire mais par le même- haut. je suis même pas d'accord avec Non, toi parce il que faut le faire je par dis le pas haut. que le plus de personnes faut qu'il y ait le bac parce qu'aujourd'hui on a des carences. Aujourd'hui on a des carences dans les métiers entre guillemets que l'égalitarisme idéologique nous dit. Ouais, enfin ça c'est des métiers durs, faites des études. Et c'est ça le problème, c'est que Ah, mais ça rejoint une logique en fait d'orientation. Non, mais après, non, parce que là, ça serait trop simplifié. Mais non. Non, mais juste un instant, parce que le bac, il faut bien distinguer. Le bac, c'est pas seulement la filière S, la filière non. ES et la filière L. alors Le voilà. bac, c'est Je te parle comme des on a CAP, parlé. des BEP, etc. Et des bacs Des trucs professionnels. ouais, des bacs professionnels. Après, voilà, à côté de ça, mais il y a aussi les bacs pro et les bacs techno, Bacs qui sont déjà technologiques. autre chose et qu'on ne cesse de dénigrer, même si leur Voilà. effectif augmente. Alors, Juste un chiffre. Si tu le permets, Nicolas, j'ai été surpris, et je pense que beaucoup de nos éditeurs, si je retrouve ce chiffre, seront surpris de le connaître. Voilà, j'ai vu que finalement, seulement 50% des effectifs des gens qui passent le bac sont en baccalauréat général. général, oui, 49% environ. Oui. 51% j'ai. En 2013. Alors peut-être qu'en 2014, c'est 49%. En effet. 49% en 2013. Alors, Ministère de l'Éducation nationale. ministère de l'Éducation nationale, éducation.gouv.fr. Voilà. Donc, Donc effectivement, nous avons le même site, mais l'information n'est pas la même. Écoute, c'est très fort. Donc voilà, en tout cas, autour de 50%, mais je pense que quand même... 21 dans les séries technologiques et 30% dans la voie professionnelle. Ah, j'ai 28% dans la voie professionnelle, c'est là qu'elle a dit. On fait un débat de Bref. source ou Bah, c'est la même. C'est ça. Bref, Non, mais c'est ça qui est marrant. finalement, c'est pas très... important. On s'arrête pas, voilà, on s'arrête pas à 2%. Même si c'est assez significatif, Stop. parce qu'on passe en dessous à au-dessus de 50%. D'ailleurs, ce Bref, sont des points de pourcentage et pas des pourcentages. oui. on fait un débat d'économie? Bref, l'intérêt est que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui font baccalauréat général. Ça se développe de plus en plus, les autres baccalauréats, et c'est assez intéressant, même si on continue de les Mais dénigrer. les bacs technologiques nous amènent encore vers des BTS, ou même quelqu'un après un BTS peut faire une L3, etc. Moi, je te licence pro, parle. plutôt. Pardon, une licence. Moi, je te parle des gens qui n'ont pas le bac. Oui, C'est-à-dire, oui. Et aujourd'hui, il y a plein de boulot. Enfin, je veux dire, quand vous allez dans les métiers du bâtiment, bah tiens, Hugo, t'habites à Torcy. Enfin, t'habitais à Torcy, on habitait à Torcy. Bah, quand tu vois sur les chantiers du nouvel îlot de Torcy, tu vois, ça parle pas français. Enfin, je veux dire, c'est des gens qu'on fait venir des fois, même sur les chantiers au parc des expositions à Versailles, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent bosser en France parce que ces métiers-là, par l'idéologie pourtant égalitariste, nous dit
Bah ouais, non, faut faire des études, c'est mieux. Voilà, et Nicolas commence à s'énerver. On dirait un petit peu. Bon, je on va sais le laisser plus. parler. Ouais, je laisse Alors, parler. Pour continuer sur ce débat, quelques informations que j'ai piochées comme ça. Il faut quand même savoir que de plus en plus, le passage d'une classe à l'autre est de plus en plus facile. De moins en moins de redoublements. On a fait la chasse au redoublement. C'est tellement quelque chose que les élèves ne peuvent pas supporter, comme d'échouer au bac finalement, que pareil, on fait la chasse. Et d'autant plus, de plus en plus, le passage, vous savez, de troisième, c'est-à-dire du collège en seconde au lycée, pour ceux qui ne sauraient pas forcément comment fonctionnent les établissements, ce passage, aujourd'hui, se fait de moins en moins en faveur, et vous le disiez vous-même, des voies professionnelles défavorisées, délaissées médiatiquement, que l'on... Dévalorisé. Voilà, en fait. dévalorisées, voilà, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais, dévalorisées, pas défavorisées. Les voies dévalorisées, que sont les voies professionnelles, voire technologiques. C'est-à-dire que c'est quand même courant, on envoie les meilleurs élèves en S, et puis ensuite on descend en ES et en L pour les voies générales, et puis Voilà, ensuite on il y a une descend hiérarchie. vers le bac technologique, puis vers la voie professionnelle. Sachant qu'aujourd'hui, les familles, donc du coup, du fait de ce discours, ne veulent plus envoyer leurs enfants vers des voies professionnelles et les envoient vers des voies technologiques, parce que ça n'existait pas forcément à notre Pourtant, époque. l'égalité Mais nous- sachez-le, messieurs, et sachez-le, chers auditeurs, aujourd'hui, vous avez en dessous de la moyenne, vous passez en seconde générale. Il n'y a pas de souci. Mais vous terminez votre classe de seconde avec 8 de moyenne, mais pas de souci, on vous envoie en première S, les gars. Il n'y a pas de problème. Il a Voilà. pris le langage du ghetto là. Faut qu'il arrête là. Non, Il est mais- parti là. Voilà pourquoi ça faisait 2 minutes que je bouillais dans mon coin. C'était pour vous informer de ces Pour diverses nous dire que choses. tu étais d'accord avec toi. Et pour vous Fou. dire, oui, non, mais pour vous dire que j'étais d'accord, et en plus apporter des éléments factuels, et vous dire Oui, parce qu'effectivement, que ça, c'est aujourd'hui- réel, c'est de l'expérience de Bien terrain. sûr. Voilà, ça... la famille qui aujourd'hui va envoyer son fils en seconde générale parce qu'elle a tellement entendu parler que les voies professionnelles c'était de la merde par rapport aux autres, alors que en sortant de voie professionnelle vous avez de la chance de trouver un emploi. En général, vous êtes 6 ans après votre bac et vous savez toujours pas ce que vous allez faire. Eh bien, effectivement, il y a un problème d'orientation. Il y a un problème d'orientation, il y a un problème de laisser faire. Effectivement, tu disais un élève sur 2 qui aujourd'hui passe un bac général. Je rappelle juste que des bacs généraux, il y en a 3, que des filières technologiques et professionnelles, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il y a une mauvaise répartition. Qu'on envoie des élèves dans des voies générales, je prenais l'exemple, on va parler pour une fois des bons élèves. Un bon élève aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait en fin de seconde? Il est orienté en bac S. Hein, à moins qu'il ait véritablement pas envie d'y aller, il est envoyé en bac S. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il est envoyé en bac S. Admettons qu'il ait envie de Il faire veut plus écrire tard. des livres. Non, mais voilà, qu'il veuille écrire des livres, qu'il veuille être économiste, etc. On lui dit le bac S, c'est le meilleur. Et de toute façon, il y a même des écoles d'économie qui ne recrutent que sur bac S. Ah, bravo. Donc, alors qu'il y a un bac économique et social, ce gamin-là, ou alors admettons qu'il veut faire du commerce, c'est pareil, bac S. Alors que le commerce, c'est une filière technologique, c'est le bac STMG, hein, marketing et gestion. Pareil pour ceux qui veulent se lancer dans des carrières sociales, on les envoie aujourd'hui vers un bac économique et social, alors qu'il existe un bac sanitaire et social qui est beaucoup plus adapté à la carrière sociale que le bac SES, qui est un bac très théorique sur la sociologie. Vous savez, pour avoir fait une licence géographie, ce que c'est que la sociologie, c'est-à-dire l'étude générale des sociétés. Ça ne vous apprend rien du tout sur une carrière sociale. Donc il y a un problème d'orientation. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que ce serait dévoiler des secrets d'éducation nationale. Mais ne serait-ce que sur ces éléments qui sont de façon générale et qui sont connus, voilà un petit peu le portrait. Et encore, c'est bien pire que ça. Mais c'est marrant parce que il y a pas mal de chantiers sur l'école, on va parler Voilà, d'autres. effectivement, On les parle- rythmes scolaires. Voilà, les rythmes scolaires, on en reparlera tout à l'heure. Il y a la question du socle commun qu'on Dont a on évoqué, a parlé. qu'on a évoqué juste avant, pardon. Mais la question de l'orientation, finalement, et de la remise à plat de toutes les propositions, de toutes les différentes filières pré-bac, on n'en parle pas. Bah, Mais regarde, j'ai Parce que la réponse. La Hugo. situation a été changée, je ne sais pas il y a combien de temps, mais voilà, il y a une quinzaine d'années peut-être, ou peut-être même une vingtaine d'années, je ne pourrais pas dire. On a essayé en quelque sorte simplifier la chose. Avant, on avait une quantité de bacs, le bac A, le bac B, le bac A3, Le voilà. bac Z, tout. Non, mais il n'y a avait- pas moins de rigole, bacs je rigole, qu'avant. je Il n'y en a pas moins qu'avant avec toutes Oui. les filières. C'est Oui, juste qu'on les connaît pas. mais Qui est capable finalement, de citer tous les bacs technologiques. finalement, voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils connaissent? Bah, ils connaissent voilà, le bac L, le bac ES, le bac S. Et puis après, quand on parle de bac techno, ils font ouais, bon, ça on oublie, c'est pour les nulos. Non, ça marche pas comme ça. Il faut arrêter de dévaloriser parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'envoies les nulos.
il y en a qui sont vraiment déterminés. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas vraiment envie de travailler et qui sont finalement désespérés, donc qu'on les envoie à la mort finalement. Et donc, le niveau général décline. Que si C'est un cercle vicieux. c'est un cercle vicieux totalement, c'est le mot. Parce que si dès le départ, tu dis aux gens, tu mets tout sur la même ligne de départ et tu dis que tous valent quasiment la même chose. Et bien sûr qu'ils ne mèneront pas au même métier, Non, ils valent la même chose. mais C'est un diplôme. voilà, c'est un diplôme qui sont reconnus par l'État et qui offrent normalement à la fin, comme débouché, un métier. Et pas déboucher à la et- reine. Et donc, Et voilà, voilà. si tout le monde peut aller n'importe où, je veux dire sous condition de résultats corrects, dans les matières concernées, sans discrimination pour les différents diplômes et pour les gens aussi, je pense que ça serait dès le départ plus sain et plus équilibré et plus finalement avec une meilleure réussite. Et puis, je continue un petit peu ce que dit Hugo en approfondissant sur les bases, sur ce que je reviendrai sur justement les CAP, les BEP. Le problème qu'on retrouve au bac, et le même aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on envoie entre guillemets les nulos, c'est comme Hugo les appelle, les nulos. mais les voilà, élèves nulos qui sont entre moins bons. guillemets. Oui, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets. Parce que les nulos, voilà, c'est par rapport à une idée aussi. Et bien sûr, mais Il y a- tout il y a- est déterminé, on est d'accord. Il y a des branleurs, faut pas le nier. Mais il y a aussi. Alors, il y a nulos et branleurs. On distingue les deux. Bah, alors, les nulos, excuse-moi. Non, Alors, après, non, mais mais ça va pas nuire à mon propos. S'il vous plaît. On va dire Juste les que- mauvais élèves. Oui. Les mauvais Non, non. élèves, pas par mauvaise volonté, Non. mais par aussi niveau. Là, Je peux voilà. Non, mais Les ce que élèves je veux- qui ont le plus de difficultés. Soyons Oui, non, mais- politiquement non, corrects. Oui, mais non, justement, c'est alors les nuls parce que on n'est pas politiquement correct. Alors on va dire les nuls. entre Les bonnets d'âne. Ça peut dépendre si c'est des branleurs ou s'ils ont des difficultés. Voilà, ça va, Voilà. vous êtes content. Voilà, l'égalitarisme nous impose ces distinctions-là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a une orientation qui ne marche pas du fait de l'égalitarisme idéologique. Parce que l'orientation va vous dire, bah moi, je vous verrai plus dans une filière CAP, BEP. Bah, qu'est-ce qu'il va répondre le mec? Il va dire, ou la fille d'ailleurs, parce que l'égalitarisme nous l'impose aussi, il va lui dire, bah non, c'est pas des bacs, machin. Il va y avoir un a priori. L'égalitarisme idéologique impose des a priori. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les a priori font que l'éducation, ou les enseignes, l'enseignement et les lycées et autres vont nous dire, bah voilà, vous n'avez pas des bons trucs, hop, bac technologique. Ou sinon, hop, CAP, hop, Il est BEP. trop faible pour un bac général. Il est trop faible pour un bac G. Voilà, c'est cette nullité intégrale. Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'il est trop nul pour. Mais pourquoi il serait pas aussi nul pour un CAP ou un BEP? Oui, c'est ça. Pourquoi on peut pas lui dire, bah non, toi t'es trop nul T'es pour... trop nul pour tout. Rentre chez toi. Non mais c'est vrai. Non mais c'est parce qu'en fait C'est on est en même train. pas ça. Non mais attends Hugo, je termine. C'est juste que ce qui est terrible, c'est qu'en disant ça et en disant t'es trop nul pour un bac général, on l'envoie en CAP. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui les CAP ou les BEP, il y a une. Je vais généraliser, ça va pas être bien. On met entre guillemets les cas sociaux ou les nuls ou Oui, les branleurs oui, oui, et du Marc. coup ça dévalorise le CAP. Nous Si on avait sommes quelqu'un- d'accord, Hugo l'a si dit on- il y a 2 minutes. Mais je complète. Et c'est ça qui fait. Et tout part de l'égalitarisme, machin, et de cette bien-pensance qui nous fait croire qu'en fait, il y a un vrai diplôme à la clé et que ça a de la valeur, et qui fait tout pour détruire les diplômes, pour détruire le niveau, et qui empêche et qui dévalorise les filières en fait les plus spécialisées, celles qui nous serviraient le plus aujourd'hui pour pas avoir de désindustrialisation, même s'il y a des localisations, etc., qui nous sert à avoir des trucs de tous les jours auxquels on serait pas obligé d'aller chercher les étrangers. Oui. Et le chômage décroîtrait. Oui, et puis c'est ça aussi. Mais c'est terrible. Il y a deux choses que je voudrais ajouter pour compléter les propos de Marc. Je compléterai aussi après. Hein. Il va recompléter mes propos. Non, ce que je veux dire, premier point, c'est déjà il faut adapter les diplômes à la conjoncture. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de ces diplômés dans ces domaines de l'économie? Est-ce qu'on en a besoin? Oui, non. Non, on n'en a pas besoin, finalement, on va baisser les effectifs. C'est ça aussi, régler les effectifs sur la conjoncture, bien avant l'université. Deuxième point, je l'ai oublié, mon deuxième point. Donc pendant ce temps-là, Marc va compléter tes propos, puis tu recompléteras ses propos. C'est sûr que ça te revient pas, Hugo, on est bon? Non? On peut partir, top départ. Non. Je te laisse. si Non, tu veux. j'ai oublié. Et je voulais rajouter quelque chose. Pour revenir sur l'orientation sur laquelle j'ai vraiment été très rapide sur l'orientation.
Je vois que l'Italie mène dans 0-0. Alors pour l'orientation, le problème de l'orientation aujourd'hui, c'est que on a des... En fait, l'homme est déterminé, on va pas faire un cours de philosophie, mais l'orientation dépend de l'égalitarisme idéologique, et dépendant de cet égalitarisme idéologique, ne conseille pas selon... ne peut pas conseiller aujourd'hui. On ne peut pas conseiller. Et ce qui fait que, on en revient à ce que Hugo disait justement, on en arrive à des niveaux, à des mauvaises orientations. Il faudra un peu faire comme l'Allemagne. Je sais que c'est... Alors, j'aime pas trop quand on fait ces comparaisons, mais c'est pas au niveau politique et économique, c'est au niveau de l'enseignement. En Allemagne ou dans d'autres pays, je crois, dès 15 ans, on voit le niveau de la personne, tout de suite, il est spécialisé. Et, miracle du destin, il y a moins de chômage, dis donc. Non. Si, je suis désolé, parce qu'on comble des vides, je suis sûr qu'on comble des vides avec une professionnalisation beaucoup plus juvénile qui fait qu'aujourd'hui on comble cette main-d'œuvre ou ces profils venant d'étrangers qui font les boulots que pourtant l'égalitarisme nous oblige à dire que tous les métiers se valent, d'accord, on est bien d'accord avec ça, mais fait tout pour les dévaloriser socialement, économiquement et autres. Alors qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Vous faites un CAP plomberie ou je sais pas s'il existe, je crois qu'il existe. Comme il n'y a personne qui veut faire de la plomberie aujourd'hui, on monte une entreprise, ça fonctionne tout de suite. Et on voit très récemment, même je sais que mes sources ne sont pas forcément les meilleures, mais complément d'enquête ou enquête exclusive, etc., montre bien que ces profils-là aujourd'hui gagnent plus que ceux qui font beaucoup plus d'études. Parce que c'est des trucs délaissés. C'est comme en doctorat quand vous faites une recherche. Si vous travaillez sur un sujet sur lequel tout le monde a travaillé, vous allez servir à quoi? Il faut travailler sur quelque chose dont personne n'a exploré le thème ou le sujet, et là vous allez être catégorisé comme un des meilleurs experts en France de tel pays ou de tel pays ou de tel pays. Là c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup de plomberie, vous êtes le seul en Île-de-France ou le seul en Seine-et-Marne qui fait un bon travail et qui est une grosse entreprise, mais vous êtes riche. Alors, mais c'est vrai. J'entends dans vos propos effectivement cette inquiétude liée à l'effet de masse, aux effectifs, etc. On le sait, les classes, c'est pas un problème qu'on retrouve partout en France parce que ça dépend aussi des catégories sociales que l'on retrouve et de différents éléments conjoncturels qu'on ne peut pas évidemment détailler en somme. Mais 35 élèves par classe, quand vous avez 35 élèves à vous occuper quand vous êtes un enseignant, je pense que c'est un frein et vous me direz ce que vous en pensez d'ici quelques secondes. Quand vous avez un conseiller d'orientation pour 500, 1000 élèves, comment gérer l'orientation de ces élèves? Quand vous êtes le professeur principal, puisqu'a priori on pourrait dans l'absolu se passer d'un conseiller d'orientation si on avait des professeurs qui étaient en charge. Je pense qu'il y a quelque chose sur le match Costa Rica actuel. a marqué un but à l'Italie. Voilà. Si on avait des professeurs qui pouvaient s'occuper plus précisément des élèves, c'est-à-dire moins d'élèves par classe, s'il y avait plus un suivi, pas un suivi, s'il n'y avait pas ces cases, vous parliez de cases, effectivement, un établissement aujourd'hui vous propose un certain nombre de places dans les différentes filières. Vous sortez de seconde, vous émettez des vœux liés à votre orientation. Les professeurs seraient censés normalement donner une réponse en fonction de vos compétences. En réalité, ils donnent en fonction des places qu'ils ont. Difficile. Il y a des ajustements possibles, mais difficile parfois d'ajuster la structure pédagogique d'un établissement, évidemment. Voilà. Il y a tout cela qui est, auquel les élèves sont confrontés malgré eux et sans forcément le savoir, les familles aussi, bien sûr. Donc voilà, quelques éléments liés à l'effet de masse et liés au fait que un élève aujourd'hui, comme un employé, comme tout le monde, est considéré comme un nombre, comme une étiquette, comme un dossier et non pas comme une personne. Voilà. Est-ce que finalement on n'a pas là une éducation industrielle qui ne fonctionne pas? C'est le bon mot, industriel, quand tu parles de 35 élèves par classe, avec des classes qui tiennent difficilement. Ça se voit dès que vous avez un groupe, un demi-groupe, ça fonctionne beaucoup mieux. Ne l'avez-vous pas vécu? Non, mais on le voit concrètement, on l'a vu concrètement. Bon, oui, vous avez une petite classe, si je me souviens bien, dans votre scolarité au lycée. En L, on n'était pas... on n'était pas beaucoup, mais vous étiez 24. On était 24, mais quand on voit que l'année qui a suivi la nôtre, finalement, l'année qui a suivi, la promotion suivante, c'est le mot le plus correct, il y avait finalement que 7 élèves en L. Des choses comme ça, donc c'est une espèce d'équilibre un peu bizarre aussi, il faut le reconnaître, c'est pas facile à gérer, c'est du management finalement en quelque sorte, c'est de la gestion d'effectifs, mais oui, ça joue énormément quand tu as 35 élèves dans la classe. Comment tu gères tout ça? Par exemple, en anglais, où c'est très important de parler, comment est-ce que tu gères?
Comment est-ce que tu gères la gestion? Ouais, c'est ça aussi. Moi, je pense que ça dépend. Non, Je pense que ça dépend, moi, ça- des matières. Oui, voilà. L'anglais, évidemment. Il faudrait des classes de 10. Non, mais pour vraiment avoir un échange. Il faudrait faire des groupes de langue. Ouais, Des groupes, voilà. pas des classes. Et puis des groupes de niveau aussi. Mais ça, peut-être que c'est fait aussi, je sais pas. Ça, c'est- Oui, mais est-ce qu'il y aurait réellement un niveau différent si on était moins nombreux dans les classes? C'est ça aussi la question que je pose. Il y a un problème aussi de travail. Faut pas de travail personnel, hein, je t'entends bien. Il faut pas se leurrer. Le prof, bon, certes, bon, il y a 35 élèves. Enfin, bon, il peut donner un cours. Hein, faut arrêter un petit peu de les Non, défendre. mais- Il peut donner un cours sans problème. Et puis ceux vraiment qui ont envie de bosser, parce que c'est comme ça qu'on faisait avant. Et là, je fais mon vieux réac et hein, Fais vous ton comprenez vieux ce que je veux réel dans dire. le micro. Tu vois là, c'est-à-dire que si on a vraiment envie de bosser, on lit le soir. on Oui, mais s'amuse. avoir envie de bosser, c'est dans des bonnes conditions. Je te prends un exemple tout simple. Nous avons vécu les 2 dernières années, pas celle-ci, mais les 2 précédentes, des cours d'anglais ensemble en licence, et notamment la dernière année de licence. On va parler un peu, voilà. Premier semestre, cours d'anglais à une vingtaine d'étudiants. Pas du tout, c'est le contraire. Premier semestre, cours d'anglais à 35 étudiants, un truc comme ça, c'était un truc énorme. Noyé dans la masse, le professeur ne va pas s'occuper de toi. En licence, je parle, mais c'est la même chose au collège, au lycée et au collège. T'es noyé dans la masse, on fait les trucs vite fait. De toute façon, le prof n'a pas envie parce qu'il a 30 élèves devant lui. L'étudiant ou l'élève n'a pas envie non plus. De toute façon, c'est un concours de circonstances. Tu arrives au semestre suivant, tu n'es plus que 16 dans le groupe. Le professeur déjà te fait participer, s'occupe de toi, voit tes difficultés, tu interagis avec les autres, tu passes à l'oral même si tu voulais pas et tu progresses. Et j'ai vécu les mêmes choses au lycée, les gars. Non, Bon, non, mais c'est vrai. Non, voilà. mais tu Je soulignes. ne parlais pas de l'anglais, moi. Tu Oui, soulignes mais moi je t'en quelque parle. Tu soulignes Mais quelque j'étais chose- d'accord avec toi sur l'anglais. Tu soulignes quelque chose. Mais c'est aussi vrai sur des d'important. TP, sur d'autres matières. Bon, pas dans toutes, parce que quand Pas le dans prof toutes. fait qu'un cours magistral, on va dire, même au lycée, bon, il n'y en a pas forcément besoin. Et Voilà. encore, une ambiance de classe à 35, c'est pas la même chose à 24. T'entends pas les mouches voler à 35, tu les entends à 24. Tu soulignes quelque chose d'important, en tout cas, Nicolas, c'est la personnalisation des cours. Voilà. Que le professeur soit à l'écoute et adapte aussi son programme. Le programme, il n'est pas figé. Il dépend aussi des étudiants. Il dépend d'abord Il est de figé l'enseignant et il dépend aussi des étudiants. Je ne dis pas que c'est une question de niveau, mais c'est une question aussi de méthode, voilà, d'appropriation des choses. Et comme tu dis, quand on est 20, quand on est 25, quand on est 30, quand on est 35, la donne change et elle change concrètement, qu'on passe du simple au double. Et il est inévitable de dire que c'est plus facile d'enseigner et d'apprendre. Des deux côtés, c'est plus facile dans une classe où on est moins. Et ça serait d'ailleurs plus souhaitable, mais après, c'est aussi une question d'économie. Alors, voilà, j'allais justement te dire, vous me répondrez économie. Bah oui, forcément, hein, ça, si on passe de classe de 35 à 20, on est à peu près, comme tu le disais toi-même, du kit au double. Sauf que est-ce qu'on ne perdrait pas beaucoup moins de temps à refaire le même programme parfois au collège qu'en lycée? Je pense à l'histoire géo où on fait la même chose, hein, mais vu autrement sous un autre angle. Est-ce qu'on ne perdrait pas autant de temps à reprendre toujours les bases, etc., des années précédentes dans différentes matières? Est-ce qu'on ne perdrait pas de temps à vouloir faire en sorte que les gens apprennent encore les bases de l'anglais en licence? Est-ce qu'on ne perdrait pas de temps? Voilà, hein, il y a plein de cas comme ça. Est-ce qu'on ne perdrait pas finalement moins de temps à avoir des petits groupes et que les élèves apprennent les choses, les comprennent, acquièrent les savoirs et notamment les méthodes, parce que c'est fondamental, je le répète, les méthodes et tout ce qui va avec, et voilà, est-ce qu'on perdrait pas moins de temps et moins d'argent finalement à faire les choses bien? Je pense notamment à l'histoire des temps d'activité périscolaire qu'on est en train de faire là au début, à la fin des journées en primaire. Enfin voilà, on va payer les gens au lance-pierre, etc. sur ces activités-là. Tout ce qu'on est en train de faire, alors qu'on continue d'avoir des classes de plus en plus chargées, c'est-à-dire qu'on met de l'argent. Excusez-moi, je m'éparpille un petit peu, mais on met de l'argent aujourd'hui dans des dispositifs au lycée de soutien pour ceux qui sont les plus en difficulté, sachant que 75% des élèves sont en difficulté dans certains bahuts, mais enfin c'est pas grave. On met des dispositifs spéciaux dans ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, qui ne s'appellent plus comme ça, mais bon, je sais plus comment ça s'appelle. On met des moyens spéciaux sur des choses bien sur des choses bien précises, pour essayer de récupérer tout ce qu'on a, alors qu'il suffirait de mettre des classes à 20 partout, dans toutes les matières, avec des moyens sur les enseignants,
partout, tout simplement. Voilà. Et on sait pas, on ne s'embêterait pas à faire des dispositifs de soutien, des accompagnements personnalisés. Ça, les gars, vous l'avez pas connu, mais c'est ce qui existe maintenant. 2 heures d'accompagnement personnalisé à tous les étages. Les établissements sont juste à chaque fois en train de se demander qui va les faire, comment est-ce que ça va s'organiser, qu'est-ce qu'on va faire aux élèves. Bon, c'est pas qu'on manque d'idées, mais c'est juste que voilà, qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves. Il y a plein de sujets comme ça. Et donc finalement, est-ce qu'on perdrait pas moins d'argent à mettre des moyens partout en disant on fait des classes où c'est le calme, où le professeur pendant le cours et pas après en études dirigées ou je ne sais quoi, pendant les vacances scolaires, voilà. Est-ce qu'on peut pas faire juste en sorte que le professeur durant ses 55 minutes de cours puisse être à l'écoute des élèves, répondre à leurs questions, que ça participe, que les classes soient vivantes, bref, voilà. Non, mais je pense que oui, tu as raison. C'est pas des choses où il faut lésigner sur les moyens. C'est l'éducation, la culture, c'est C'est souvent. forcément un puits de dépenses. L'éducation, la culture, c'est, voilà, comme tu le dis, c'est un puits de dépenses, mais c'est un puits de dépenses en quelque sorte nécessaire. Tu as besoin. Utile. Utile. Tu as besoin de gens, tu as besoin que ton peuple, je parle en tant que, en quelque sorte, Citoyen. président, Oui, c'est ça. que ton peuple soit, en quelque sorte, avec des guillemets, éduqué. Arrête de Éduqué, préciser. non mais éduqué, on pourrait dire On a compris. éduqués, voilà, qui suivent une éducation de bonne qualité, avec une structure suffisante. Ce sont des enfants, des adolescents, il faut des structures. Elles sont nécessaires et donc il faut l'argent pour ces structures. Il faut des structures qui ne soient pas trop rigides, mais qui ne soient pas trop souples non plus. Et il ne faut pas de surnombre en termes d'effectifs. Voilà, il faut des choses, un cadre existant. Et pas une espèce de truc tout mou et qu'on ne voit à peine et qui ne sert à rien. Existant et vivant, donc. Voilà, existant et vivant. Et puis, mais je me permets de souligner un chiffre. On n'a pas parlé encore du classement PISA. Voilà, alors vas-y. Le nous classement t'écoutons PISA, sur ce c'est classement PISA. l'OCDE qui le fait. Ça teste les enfants de 15 ans sur un bon nombre de pays. Presque, voilà, environ 70 pays, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça. 65 pays. 65 pays, voilà. Et voilà, ils donnent les résultats. La France a un niveau assez moyen et donc assez décevant pour son rang. Hein, la France, ça reste une grande puissance économique. On pourrait se dire qu'elle serait en tête du classement, eh bien non. Même si le taux d'alphabétisation est fort en France, voilà, il y a quand même des choses à remettre en cause et à souligner. Bon, bref, la France a des résultats décevants et des résultats déclinants de plus en plus. Et qu'est-ce que montre ce classement? Que les inégalités sociales sont très fortes en France. Et donc, et je vais faire plaisir à Marc, en quelque sorte, qui a un fort déterminisme social en France. Pourquoi? Parce que l'école, ça sert à ça. On parle d'école de la République, on parle de méritocratie, de choses comme ça. Donc, on pourrait réussir à travers l'école. Mais si l'école ne fait que reproduire les inégalités sociales qui précèdent l'école, qui sont inhérentes, voilà, aux familles, à l'héritage, aux choses comme ça, eh bien finalement, elle ne sert à rien, l'école. Si les mêmes personnes sont mises de côté par des phénomènes que l'on a soulignés, par les entassements dans des classes de plus en plus importants, des choses comme ça, les mauvais professeurs au mauvais endroit. Tu vois, des choses comme ça. Les jeunes professeurs, tu les envoies dans les ZEP parce que, pas le choix, parce que c'est là qu'il faut des enseignants. Et ils ne sont pas forcément préparés. Voilà. Des choses comme ça qui font finalement que renforcer les inégalités. Qu'on explique concrètement qu'est-ce que sont les inégalités sociales. Qu'est-ce qu'est le déterminisme social? C'est le fait qu'un enfant, je vais tirer bien le trait, qu'un enfant bourgeois finalement, avant même l'école, il connaît déjà les règles de français parce qu'il qu'il les intériorise par la vie quotidienne et que tous les jours, par la manière de parler de ses parents et de son entourage proche, par la manière d'écrire, par la manière de réfléchir, par les programmes télévisuels qu'il regarde, par les lectures, par les pratiques culturelles, par les pratiques économiques, par les pratiques de vie, de manière générale, il n'a pas le même capital culturel qu'un enfant prolétaire qui a un entourage beaucoup plus pauvre en termes de capital culturel. Voilà, et donc l'école, c'est censé, l'école de la République, l'école républicaine, c'est censé rattraper Corriger. ce retard, le corriger.
Et ça ne marche pas dans les conditions actuelles. Au contraire, ça ne fait que faire continuer la logique qui est La celle... reproduction sociale et la reproduction. Exactement. L'école, c'est... Pourtant, dans un égalitarisme. Alors Marc, oui, idéologique. je t'ai vu rapprocher ton Mais- micro, ce qui signifie que tu veux répondre à Hugo. On Nous va te laissons avoir un parler. petit point de désaccord avec Hugo. On est d'accord jusqu'à là, on va être d'accord. Moi, et je sais que ça va en faire grincer les dents, plus d'un, mais plus d'un, faut que j'arrête, on parle la langue française en plus. Et moi, je pense pas que l'école doit servir à ça. Le problème, c'est que vous avez tendance à croire que les inégalités sociales dépendent uniquement d'une famille ou d'un environnement, etc. Moi, je pense que de toute façon, et on va parler un peu, c'est pas de la philo, mais c'est une réalité, c'est que l'être humain est fait. Enfin, je pense, et c'est d'ailleurs très bien montré dans les textes du fédéralisme de Madison. Enfin, le texte Le Fédéralisme, c'est très bien marqué dedans dans la construction des États. On peut pas enlever à chaque homme sa passion, son esprit de conquête de savoir ou même de bien. Et forcément, il y aura des inégalités sociales, forcément. Et c'est pas l'école qui va réduire à néant ça. C'est pas à l'école de dire finalement, bon bah on va voilà. Pour moi, l'école c'est un lieu, ça devrait être un lieu d'excellence, et c'est en train de devenir un lieu d'égalitarisme. Et c'est pas pour moi. Pour moi, c'est pas son rôle, même si au bastion des sociétés, nous avons liberté, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez, ça ne doit pas servir à ça. Ça ne doit pas servir à ça, parce que lutter contre ça, c'est faire un trou dans l'eau. C'est lutter contre... ça va plus loin que de lutter contre les inégalités sociales, ça va contre contre lutter contre des choses, des pratiques et des réalités qui sont proprement humaines dans une société. C'est-à-dire que on peut, et c'est pas à l'école de jouer ce rôle-là. Et ça participe, à mon sens, aussi d'une sorte de dévalorisation de l'école. Et on s'inscrit là-dedans dans une logique. C'est ça qui est paradoxal avec ce dont on parle, c'est qu'on a des logiques complètement paradoxales, paroxystiques, on pourrait même dire, parce que c'est d'un côté faites ça, mais en fait je fais tout pour que ça soit pas ça. D'un côté je propose une école qui se foudra égalitaire, tout ce que vous voulez, mais je fais tout pour qu'elle ne le soit pas. Et je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ton constat, mais ce que je veux te dire, c'est que ça serait bien, mais c'est lutter contre une personne qui est déjà immatérielle et qui en fait est propre à tous les humains. Je sais qu'on est parti un peu loin, mais je sais pas si vous m'avez suivi, mais je veux dire, le fait qu'il y ait des inégalités sociales, c'est proprement humain, c'est normal. Non, mais c'est on normal. réécoutera l'émission et puis on te répondra la semaine prochaine. Non, mais vous voyez ce que je veux je vais dire. lui répondre tout de suite. Je vais Peut-être te répondre pas... Oui, je vais te répondre tout de suite, je peux te parler directement d'ailleurs. Non, peut-être pas en allant si loin, mais je dirais, je suis pas utopiste en pensant que toutes les inégalités sociales pourraient être corrigées par l'école, tout à fait. Non, je dis pas ça, mais je dis que l'école a quand même un rôle. Ce rôle, c'est aussi d'inculquer. Il y a une sorte de socle, Une base de minimale, connaissances, oui, c'est ça. une base minimale, une sorte de SMIC. C'est pas un SMIC, c'est, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un minimum de connaissances nécessaires. Voilà, c'est en termes de langue, de mathématiques, des choses comme ça. Parce que ce ne sont plus les parents qui s'occupent de ça, c'est l'école. Et l'école est aujourd'hui universelle. Elle est obligatoire, laïque et gratuite. Voilà, je crois que c'est ça la description de fait. l'école Et je suis républicaine. Et donc, voilà, ça serait son rôle que chacun puisse avoir un bagage équivalent. Alors, bien sûr, on peut pas lutter contre un déterminisme de la naissance. On peut pas lutter contre le fait qu'un mec, encore une fois, j'ai tiré le trait, quelqu'un qui soit né à Versailles ait plus de connaissances en termes généraux. Toi, le déterministe, Moi, je suis persuadé qu'il y a du déterminisme. Mais même pas. Mais tu sais très bien que même quand on pense quelque chose, pour moi, on ne le pense pas soi-même. Ça dépend du contexte et de l'environnement. Tu sais très bien. Tu sais très bien. je sais à quel point tu es déterministe. C'est pour ça que ça me surprend. Pour moi, l'individualisme méthodologique de Weber, ça révèle d'un paradoxe fondamental qui est de croire que chaque acte un acte peut dépendre éventuellement de nous, mais il dépendra de nous en fonction de quoi?
Enfin bref, on va pas rester dans le débat parce que là on pourrait partir très loin. On pourrait faire une émission là-dessus. Et je voulais te dire que Non, mais il y c'est a un pour- très bon pour- ouvrage. Je te comprends. conseille, je te passerai un très bon ouvrage qui date. C'est un historien, c'est Oxbone, voilà, je vais y arriver. Ou non, Holbach, je crois. Non, Holbach, qui a écrit un bouquin. Alors ça date un peu, on est d'accord. Il a fait un doctorat qui a consisté à démontrer pourquoi. En réalité, les fils et filles d'ouvriers avaient une meilleure connaissance et une meilleure culture que les fils des bourgeois. Et il en vient à la conclusion de dire que, bon alors après il faut recontextualiser, on est bien d'accord, il en vient à la conclusion de dire que les bourgeois avaient tendance à, par leurs moyens et leur capital économique, à plus facilement garder leurs enfants chez eux et à ne pas partir travailler parce qu'ils avaient un capital économique. Les ouvriers sont obligés de partir travailler et ils sont obligés d'aller vivre ou dormir chez leurs grands-parents. Et ces grands-parents-là sont ceux qui avaient gardé une haute estime de l'histoire, une mémoire, puissante des événements. Et voilà, je ne confonds pas histoire et mémoire, mais et c'est là, en fait, ils avaient une plus grande culture. Et je pense qu'il ne faut pas tant généraliser ça. Je pense qu'il y a socialement, Oui, mais ils sont bien dévalorisés, mais Recontextualise, comme tu je dis. recontextualise, je suis d'accord avec Est-ce toi, que c'est mais encore je vrai? pense Non. qu'il y a encore un peu de réalité aujourd'hui, et il ne faut pas résumer enfin, je sais que tu n'as pas fait ça, mais il ne faut pas résumer l'inégalité sociale à un simple clivage entre les mecs de Versailles et les mecs du 9-3. Non, mais C'est ça que je veux te dire. Comme j'ai dit, voilà, j'ai grossi le trait. J'ai bien compris. Voilà, à Je propos, voilà, je l'ai fait, voilà, pour essayer d'expliquer comment qu'on dit, vulgariser, voilà, mon propos pour qu'il soit compris de tous. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a forcément des inégalités sociales, un déterminisme social, on est d'accord là-dessus, Et que ça. mais j'aimerais souligner quand même que l'école a un rôle à jouer pour essayer, du moins, peut-être pas de le réduire, mais au moins de ne Son pas rôle, l'accentuer. De ne pas l'accentuer, Ah, c'est mais là, pour c'est ça. pas pareil. Ah, Tu attention. modifies ce que tu dis. Non, Tu disais, au tout départ, tu disais, ça a un rôle pour de casser les clivages. Et là, tu dis, tu Non. nuances plus déjà. Ce que Tu j'ai dit, nuances plus. ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les déterminismes sociaux existeraient malgré l'école. Même si elle était Ouais. forte, les déterminismes viennent de la naissance, donc tu ne peux pas les casser. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que l'école offre un bagage théorique. Excusez-nous. Pardon. Alors, Nicolas m'a perdu. Un bagage théorique à chacun et le même. Ouais. Voilà ce que je dis. Après, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a expliqué, ça n'est pas possible. Voilà. Voilà. Donc ça. j'ai raison. Non, je rigole, je rigole, Mais à je l'heure rigole, je rigole, je à l'heure rigole. actuelle, Marc a raison. Le déterminisme social est bien plus fort et voire même renforcé par cet échec de l'école et par ce qu'on expliquait, ce qu'on explique depuis le début de l'émission. Mais est-ce La que c'est- chute, la chute du niveau de l'école. Et- Parce que, juste, je finis, la chute du niveau général, eh bien, qu'est-ce qu'a fait? Elle ne fait que renforcer le niveau, l'écart des plus grands, l'avance des plus grands, des plus riches. C'est ça. Pardon, des plus... Enfin bref. Bon, Non, mais tu m'as compris. Non, on est post-marxistes. Oui, mais je comprends. Je C'est- comprends c'est très bien pas- ce que tu veux dire. J'ai très bien compris. Non, seulement, voilà, j'ai un Ah, peu puis il rigolé sur m'envoie le un coup. pic. J'ai un peu rigolé sur le coup, mais non, mais en fait, oui, je note parce que des fois j'oublie. C'est terrible. Non, ce que je veux te À dire. tel point, voilà, ça montre à tel point il est réactionnaire. C'est hein. la décadence. Mais non, il y a rien. Non, je suis pas rigole. la théorie de la décadence. Non, je suis pas. Vas-y, non. on t'écoute, Marc. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance, avec cette école, oui, tu as vu ce que j'avais marqué, on a tendance à nous faire croire qu'avec ce républicain, enfin déjà le mot république, quand tu lis avec toutes les sauces, moi ça m'énerve, mais bon, on va pas faire un débat là-dessus, mais on a tendance à croire que les bastions, on va dire, républicains, comme on vient de les nommer, sont ceux qui doivent abolir les classes sociales. Mais mais il faut arrêter. C'est d'un mensonge total. Les classes sociales existent toujours. Bon, on va nous sortir qu'il y a une classe moyenne, qu'il y a ceci, puis qu'il y a vraiment les très très riches. Bon bref, les classes sociales existent toujours. On nous fait croire qu'on lutte contre son abolition, mais comme dit Hugo, on ne fait que de les renforcer. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a un écart qui se renforce entre les plus pauvres des plus pauvres et les plus riches des plus riches. Enfin, on est dans un système qui nous fait croire que les classes sociales n'existent plus parce que le républicanisme à toutes les sauces fait qu'elles n'existent plus. Mais on est dans un système de classe. Et justement, cette abolition des classes sociales, c'est lutter contre un démon qu'on ne pourra jamais maîtriser. Parce que on en revient aux inégalités sociales et aux inégalités économiques. On lutte contre des choses qui sont proprement humaines.
le fait de soi-même vouloir, ça révèle un petit peu de cette espèce d'individualisme groupal ou familial. C'est-à-dire que vous luttez contre quelque chose qui est normal. C'est normal que les bourgeois veulent avoir de l'argent, rendre heureux leurs enfants, leur offrir les meilleures écoles, leur offrir un enseignement supérieur avec des profs de qualité. C'est normal. Et d'à côté, lutter contre cette... Je sais que je suis un peu... c'est un peu dur ce que je dis, mais... Et c'est normal que les bourgeois ne veulent pas que ceux qui, entre guillemets, ont moins qu'eux, ou ont un niveau beaucoup plus bas, soient dans les écoles de leur... Enfin, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Je dis pas que c'est juste, je dis que c'est normal. Et là Oui, il dit bien que le c'est paradoxe. logique finalement. Je dis que c'est logique. Et ça dépend des quelque chose voilà, de proprement humain. Et c'est ça qui est terrible. On nous fait croire à un combat qui va être gagné d'avance par le républicanisme, alors que c'est un débat qui existe depuis la nuit des temps, sur lequel on n'a jamais réussi à apporter quelque chose. À Sur cela, je te répondrai. Si l'école était la même pour tous, pardon, il Elle y aurait- n'est pas la même pour tous. si elle était la même pour tous, c'est-à-dire si on faisait une école où toutes les classes de France sont à 20 élèves par exemple, avec un enseignant qui fait la même chose, il n'y aurait pas ce problème de vouloir mettre son enfant dans une école meilleure. Mais non, mais Le c'est- problème aujourd'hui, c'est qu'on ait des écoles privées et des écoles publiques. Le problème, c'est qu'on ait des écoles qui Non, sont mais- qui ont soi-disant bonne réputation et d'autres qui ont mauvaise réputation. On parlait du déterminisme. Oui, l'école ne corrigerait pas forcément, mais au moins il y aurait de la mixité dans les Je écoles. suis d'accord avec Aujourd'hui, on la retrouve Mais c'est relativement peu déjà d'une, finalement. je pense que c'est normal que. C'est-à-dire que je ne dis pas, et je pense qu'Hugo, je rejoins Hugo sur sur ce sujet-là, je dis pas que l'école peut corriger les inégalités Non. et toutes les inégalités. Je dis seulement que pourquoi est-ce que finalement on a des écoles de riches et des écoles de pauvres? Mais tout simplement pourquoi Je vais vous dire. Et là, on en revient et la boucle est bouclée. Parce qu'on a des enseignants aujourd'hui qui sont de plus en plus mauvais. C'est tout. Parce que les enseignants aujourd'hui sont nuls. Et les meilleurs, ceux qui aujourd'hui sont soit les plus âgés ou ceux qui ont le plus de connaissances, sont les plus rares. Oh, ce ne sont pas les meilleurs, mon cher. Non, mais ce sont les plus rares, je dirais. Ceux aujourd'hui qui ont vraiment le niveau qu'on pourrait espérer d'un enseignant sont infimes. Sont infimes. Moi, je suis persuadé que ça. Moi, vraiment des très bons profs, j'en ai rencontré. Je peux les compter sur le doigt de la main, 2, 3. Enfin. Sur je ne sais pas combien. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que il faut arrêter aussi de croire que c'est parce qu'on aura moins. Ça dépend aussi des filières, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ça dépend des filières. Ça dépend. L'anglais, oui, évidemment, c'est bien d'avoir des classes qui sont réduites, évidemment, des effectifs réduits. Dans une classe d'histoire géo, dans une classe de machin, si les gens. Déjà, le problème, c'est que même dans les classes, on va dire, défavorisées, les classes populaires, on va dire ça comme ça, on leur offre déjà la possibilité d'aller non, mais on leur offre déjà la possibilité d'y aller. Alors le contexte, non mais je suis pas là, je sais peut-être borderline, Ouais, ce que je veux non, dire. mais là- On leur offre la possibilité de y aller déjà. Avant, il n'y avait pas cette possibilité-là. Et ce que je veux dire, c'est que je trouve pas ça juste, mais je trouve que c'est une réalité. Et aujourd'hui, ils ont quand même cette possibilité-là. Et s'il faut s'en prendre avant tout à quelqu'un, c'est pas aux riches qui vont mettre dans c'est au corps enseignant qui aujourd'hui est nu, et au respect propre de ces gens-là, ou des gens qui sont même dans les classes, même chez les personnes aisées, qui ne respectent pas. C'est aussi une baisse de hiérarchie, qui ne respectent pas les profs. C'est avant tout la hiérarchisation et cet esprit de hiérarchie qui est en train de se perdre, ce respect des profs, le niveau qui est nul, mais arrêtez de vouloir lutter contre une opposition riche-pauvre qui en fait est totalement logique. Non, après, Hugo. alors, je vais essayer de reprendre les points dans l'ordre. Déjà, C'est compliqué. oui, Enfin, pas Marc compliqué, a mais eu suit des chemins assez sinueux et assez alambiqués finalement. Mais on va essayer de s'y retrouver. Je vais essayer de commenter tout ça. Alors, premier point, c'était le fait que les enfants, les familles riches finalement, grossièrement, enlevaient leurs enfants de l'école publique, qui devenait du coup l'école publique une école de pauvres. Mais c'est assez regrettable et comme tu le dis Nicolas, c'est vrai que l'existence d'une école privée, finalement bourgeoise par essence, donne à l'école de la République, à l'école publique, une essence populaire, une essence assez dévalorisée finalement. C'est une école comme tu l'as... Mais Marc, tu l'as utilisé toi-même. Je crois que c'est toi qui as dit une école de pauvres. Non, C'est- je parlais pas c'est- forcément des écoles publiques classiques. Hein. Je Mais parlais pas c'est vraiment ça, des ZEP ou des c'est choses ça comme l'école. Mais aujourd'hui, ça devient ça l'école Attends, publique. nous, on a été dans une école publique, on peut pas dire qu'on est une classe populaire. On n'est pas des populaires. Non, mais honnêtement. Non mais, Non, mais Ça lui ferait mal. non mais, Parce que t'es quoi pour le moment? Mais- Rien, mais tu je- travailles pas. Mais je Non, sais que non, je suis. mais Non, mais ce que je veux non. dire. Non, mais là, on non, parlait mais dans non. ce cas-là, tout le monde est Bah oui, populaire. dans ce cas-là. moi. Bah oui, voilà, merci. Non, non, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus, tu vas avoir, je pense, un retrait de la part des familles riches
un retrait de leurs enfants de l'école publique, ce qui va ne faire qu'aggraver la situation. Mais c'est pas, je veux dire, c'est compréhensible, comme tu le dis, c'est logique. Ils voient un niveau descendant, ils vont enlever leurs enfants. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le niveau va baisser. C'est un cercle vicieux. Oui, mais- Alors, je sais pas mais- si c'est une prophétie autoréalisatrice, Ah non, ou pas. non, mais justement, c'est pas mais ça, ce que justement, je veux viens dire, de dire. c'est que je sais pas. Il faudrait faire. Ça dépend il des faudrait- passions humaines. Non, il faudrait faire. C'est l'arrêté non, humaine qui est comme ça. non, il faut- faudrait faire une étude. Non, Il faudrait. Non, mais il y a sûrement des études historiques sur l'école. Il y en a sûrement. Il y a des chiffres qui doivent montrer, voilà, est-ce que depuis quand le niveau baisse, depuis quelle est la proportion entre école publique et école privée, des choses comme ça. À voir, pour avoir concrètement Et- une réponse. Ce point. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir. Ça t'a fait, oui, t'étais pas content. Le fait d'accessibilité, d'accession peut-être de ces enfants dits de la classe entre guillemets populaire qui peuvent aller aujourd'hui dans des trucs, dans des enseignements. C'est pas du tout ça. Je sais peu. Donc, Moi aussi, je devrais prendre des notes parce que j'en perds la j'en tête. perds mon latin. là. J'en perds mon latin que je n'ai jamais eu. Qu'est-ce que Marc disait? Plein de choses. Il disait plein de choses et du coup son chemin était tellement sinueux que je me suis perdu. J'aime pas tes entités de synthèse, je te l'avais dit. Hein. Moi, ça part dans tous les sens. Je sais très- Tu- Non, mais Alors, non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être qu'Hugo pourra du coup reprendre le chemin de sa pensée. Mais Le chemin de la pensée de Marc, c'est là ma difficulté. voilà. Bah, en fait, c'était Il- plutôt sur. Non, mais- oui. Nicolas proposait la Non, mixité. mais je te remercie de me Pardon. couper, c'est gentil. Vas-y, Nicolas. Non, mais Est-ce que tu as le chemin de la pensée de Marc? non, je ne l'ai pas. Ok. Je n'écoute pas ce que vous dites. Ah non, mais t'es- Non, je rigole. Non, j'ai pas tout le cheminement de la pensée de Marc. Mais bon, il y avait peut-être pas trop à. Enfin, bon, bref. Il est- J'avais le désir de répondre, mais je mais n'en ai plus mais la capacité. Prends le temps de t'en souvenir et je vais vous poser une question simple puisque je pense que vous connaissez la réponse puisqu'on a préparé l'émission et vous connaissiez cette question. L'heure est grave, il est 19h15, l'appétit commence à se faire sentir. L'Italie-Costa Rica, le match est en pleine tension. L'Italie, voilà, qui pour le moment perd d'un but à 0, disons-le. Voilà, la question, l'heure est grave. On va revenir au début de cette émission. Faut-il supprimer le baccalauréat ? Ah, ça serait la solution. Est-ce que c'est la solution? Non, oui ou non. Et après, on développe. Voilà. Je Ah, dirais en non. fait, Tu dirais non. je dirais non aussi. Je dirais non. Bon, ben, Oh on dit merde, tous non. on le garde. Mais alors, attendez, maintenant, Alors- voilà, Alors voilà, pourquoi Alors- argumente. Je pense que déjà, il faut. J'ai vu, pareil, en faisant des petites recherches avant l'émission, qu'ils pensaient à supprimer le brevet. Ah non, pas comment. Alors, non, mais que je resitue un peu. C'est une sorte Brevet des d'introduction. collèges, oui. Voilà, le brevet des collèges. Ce qui Qui sanctionne. n'est pas obligatoire pour rentrer en seconde. Ah, bah voilà. C'est bien, tu soulignes déjà une connerie du brevet. Le brevet, ça sert à quoi, finalement? Parce que ça ne te permet pas de rentrer au collège et ça ne va pas en adéquation avec le socle commun dont je parlais tout à l'heure. Donc ça sert à quoi concrètement? Ça sert à pas grand-chose. Ça te sert à avoir un brevet, un diplôme, pardon. T'es content, tu l'as, c'est ton premier. Et tu peux même pas le mettre sur ton CV parce qu'il te sert à rien. À 16 ans, tu peux même pas obtenir un job. Donc tu t'en fous. Voilà à quoi ça sert concrètement. Donc celui-là, on peut le dégager. Le bac, je pense qu'il faudrait surtout le réformer. C'est-à-dire davantage... Je suis vraiment axé sur le fait qu'il faudrait l'accès, voilà une belle répétition, qu'il faudrait un système moins sur l'examen en soi, plus sur le contrôle continu, qui lui est révélateur du niveau de l'élève. Alléluia. Non, merci. Oui, Non, voilà. non, Non, mais non. félicitations. Non, mais Non mais, non, mais merci. franchement. Vous avez les félicitations du jury. Non mais laisse-moi finir quand même. Non, mais t'as raison. Bah, merci. Voilà, j'ai même pas fini. Merci, qu'il bon me bah, donne- il a raison. Alors, Non, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? On l'a tout. Je pense que les gens qui nous écoutent, ont tous passé leur bac et savent comment ça se passe le baccalauréat. La plupart des gens révisent au dernier moment. à part qu'on s'appelle Hugo. J'ai pas forcément révisé 15 mois à l'avance non plus. Pardon? Dis-moi. Ah, non, je rigole. Non, pas du tout. Non, mais voilà, la plupart des gens révisent pendant les dernières semaines, la dernières dernière heures. semaine, les dernières heures. Ils n'ont
pas fait grand-chose pendant le reste de l'année, finalement ils l'obtiennent le baccalauréat. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que c'est comme ça qu'on récompense le travail? Je pense pas. Là, qu'est-ce qu'on fait? On récompense le travail à la dernière minute, le travail bâclé. Oui, sans apprentissage. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'épreuve, vous vous souvenez déjà plus de ce que vous avez appris durant l'année. Voilà, Et c'est il pas n'en reste durable. rien. Voilà, Ce c'est- n'est pas du développement, enfin, ce n'est pas de l'éducation durable. C'est On ça. vient d'inventer un nouveau concept, les gars, c'est fort. Ouais, on devrait foutre ça. On va envoyer ça par recommandé à Benoît Hamon. Voilà, Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, depuis le dernier remaniement, et qui est aussi en charge de l'enseignement supérieur. Enfin, les deux ont été remis ensemble, ce qui n'est peut-être pas mauvais pour le coup, puisqu'ils Bah non. continuaient de travailler, mais on avait deux ministères, ça ne servait à rien. Bref, c'était une parenthèse. Marc, pour répondre peut-être plus explicitement à cette Très question rapidement. à laquelle tu as répondu non, et peut-être pour réagir aux propos d'Hugo. Et je pensais qu'il Si- répondrait oui, ça me surprend. Non, mais Non mais voilà, on a beau préparer une émission... Je me suis piégé Voilà, tout seul. on a beau préparer une émission où on dit il y aura du débat, Attends, finalement il va y hein. avoir du débat. parce que Vas-y. Je vais apporter. Vas-y. Je dirais oui, il faut supprimer le système parce que vu dans le système dans lequel on est et l'obtention quasi Automatique. automatique, bien évidemment qu'il faut le supprimer. Et il faut arrêter de se leurrer, de croire que c'est une espèce de passage, voilà, c'est n'importe quoi. Mais je suis pas pour qu'on, et justement je suis assez d'accord avec Hugo, je ne veux pas qu'on le supprime, mais qu'on durcisse et qu'on écrème beaucoup, ce qui rendrait nos universités beaucoup plus de manière culturelle Non, au niveau, ouais, beaucoup du niveau. plus élevé, du niveau beaucoup plus élevé, avec des universités qui ne seront plus secondarisées. Il faut qu'en fait, le bac, pour moi, ça ne doit pas être quelque chose ça doit pas seulement être un passeport, juste ouais, bah, après je vais où je veux. Non, ça doit être une barrière avant tout qui dit j'écrème totalement, et ceux qui ont vraiment les moyens et les connaissances et qui ont travaillé avant peuvent aller dans des trucs qui normalement doivent être des pôles d'excellence. Alors qu'aujourd'hui, on a des trucs, voilà, c'est un passeport, allez où vous voulez, pas de problème, et tout le monde a le bac. Et c'est cet égalitarisme, voilà, et je termine ça, égalitarisme idéologique, qui fait que l'université se secondarise totalement, que on a un abandon pourtant d'un système égalitaire, des filières qui sont aujourd'hui dévalorisées par le même gouvernement qui veut que ça soit égalitaire. Tout ça est cohérent, tout ça est cohérent. Mais alors, moi, je suis pas pour qu'on le supprime, mais il faut le durcir pour que ça devienne une frontière absolue de la connaissance et que ça empêche la secondarisation Mais en tout cas, dans le système actuel, et là c'est là où je termine, dans le système actuel, il vaut plus rien. Oui, voilà, avec effectivement de plus en plus de personnes qui le passent et de plus en plus de Il ne personnes vaut qui plus rien. l'ont. C'est-à-dire que même si 1 sur 5 ne l'ont pas, ce bac, environ, un petit peu moins, même. eh bien, il n'en demeure pas moins qu'il y a de plus en plus de personnes qui le passent. Et donc voilà. Hugo, tu souhaitais répondre. Juste dire qu'effectivement, j'ai dit non à la question faut-il supprimer le bac et ma réponse aurait été la même que la tienne. C'est pour ça que je ne vais pas la développer. C'est-à-dire oui, mais avec du contrôle continu qui pose beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, le bac, c'est devenu n'importe quoi. Si vous traîniez dans les centres d'examen au moment du bac et si vous voyez un petit peu comment tournent les épreuves de plus en plus, on se dit qu'effectivement le contrôle continu est quelque chose de nécessaire et aussi également pour mieux évaluer les élèves. C'est dans cet intérêt-là, pour mieux évaluer les élèves, pour les évaluer tout le temps. Aujourd'hui, effectivement, le bachotage, c'est devenu n'importe quoi, encore plus qu'auparavant. Et je pense qu'il faut le voir pour vraiment le penser. Et je voulais apporter cet élément de réponse qui vient confirmer ce que tu disais, Hugo. Oui. Alors, Qui a noté ce qu'il allait dire parce qu'il avait peur d'oublier pendant que je parlais. c'est bien ce que j'espérais que tu parles assez longtemps pour que je puisse noter. Et alors, est-ce que Pas tu as oublié. le temps ou est-ce qu'il faut que je continue? Non, ça va, je pense que j'en ai oublié au passage, mais j'ai noté quelques trucs. Non, mais je dirais juste dans votre sens, finalement. Bon, il n'y aura pas forcément de débat, finalement, mais j'approfondirais légèrement. C'est vrai ce que Marc dit, c'est une espèce de passeport donné à un peu tout le monde. C'est un peu comme le passeport, finalement, il suffit de payer. Bon, là, on ne paye pas, heureusement, mais on l'a assez facilement. On travaille une semaine et puis finalement, si on est assez intelligent, on l'obtient. Parce que derrière, à l'université, il n'y a pas d'examen d'entrée ou très peu, à part pour certaines filières, ou alors il faut cibler les grandes écoles. Mais encore, certaines grandes écoles, il suffit de payer et on rentre. Donc c'est assez logique. Et même si, mais là je nuancerai très légèrement mes propos, s'il y a pour certaines filières universitaires des dossiers, mais voilà, c'est assez léger. De manière générale, avec moi je me rappelle quand j'ai
quand j'avais postulé, voilà, j'avais un dossier assez bon, mais j'avais postulé pour une licence de géographie, je crois, ou je sais plus trop quoi, et j'avais 8 de moyenne en histoire-géographie. Et les gens m'ont dit moyenne un peu faible, mais ça passe. Voilà, donc ça me fait doucement rigoler. Ils ont des places. La plupart des universités ont plein de places, notamment dans les sciences humaines. Ils ont pas mal de places, même en médecine. Voilà, ils ont plein de places. Et après, c'est à vous. C'est vous qui faites l'écrémage tout seul. Si vous êtes mauvais, vous dégagez la plupart du temps. Et encore, les plus mauvais des mauvais. Il y a les moins mauvais réussissent à avoir leur licence. Donc c'est pour ça que l'écrémage, comme dit Marc, doit se faire avant. Et je pense pas qu'il veut dire qu'il voilà, il faut 10% des gens qui passent le bac qui l'ont. C'est pas ça. Il peut y en avoir 100% du moment qu'ils ont. Voilà. Je caricature. Du moment que ce soit des puissances déjà avant d'entrer à l'université. Non, mais voilà, c'est ça. Mais peut-être pas. Mais déjà, atteindre 60-70%, ça serait déjà pas mal. Perdre 20% des plus nuls, bah, déjà écrémer, dire aux gens, attention, il te l'est pas donné le machin. Tu vas devoir cravacher, tu vas devoir travailler. Et encore plus si on met le contrôle continu. Tu vas devoir travailler toute l'année. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous faites, je sais pas, moins de 10 épreuves pendant une semaine. Ben, si vous avez beaucoup de chance, vous l'avez. Et c'est juste finalement une question de chance. Ah cool, la Russie n'est pas tombée en géographie, j'avais pas révisé la Russie. Ah voilà, c'est un coup de cul. Ou j'avais En rappelant qu'il y a évidemment plusieurs sujets à chaque fois, plusieurs propositions. Voilà, donc tu as encore voilà. plus de chance. Bah, j'avais pas révisé ça, j'avais fait l'impasse sur ça et ça. C'est tombé. Sur les sujets imposés. De toute façon. Voilà. Donc finalement, ça. Non, pas forcément des sujets imposés. Non, mais je veux dire, un sujet. Non, parce que là. Ah bah si. Non, parce que, regarde, rappelle-toi, Marc, les conditions dans lesquelles on a passé le bac. Oui, non, mais attends, non, mais attends, on arrive au final. Moi, si la prof, elle a pas le prof ou la prof, je ne citerai pas de nom, a pas le temps de faire son programme, bah qu'elle soit dégagée sur le champ. Non, mais faut être franc, parce que c'est ça aussi qui fait que le baccalauréat est aujourd'hui nul, c'est-à-dire qu'on propose plusieurs sujets et on se dit bon bah si ça tombe pas, j'ai pas le temps de le faire, c'est pas grave, il en reste 2 autres, vous prendrez les 2 autres. Alors, Non, mais quoi ça c'est de la loterie. Enfin, qu'est-ce que c'est un bingo. C'est quoi? Non, mais je Mais pense tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir plusieurs sujets, mais c'est plutôt. Moi, je pense. Non, mais- un seul sujet, un seul thème, 2 sujets. Oui, Un commentaire de texte si tu veux, mais le même sujet. je suis pas sûr. Mais c'est pas fondamental. Je pense qu'il faut surtout, comment dire, rétablir, mais établir la suprématie du contrôle continu sur l'examen final. Parce que c'est là que tu évalues l'année de quelqu'un, le travail quotidien, le travail hebdomadaire. Ce qui n'empêche pas c'est une là épreuve, vraiment que tu ce qui évalues n'empêche pas les une épreuve, professeurs aussi. ce qui n'empêche pas une épreuve finale quand même pour mettre un peu de parité, où ce n'est pas votre enseignant avec qui vous pouvez avoir des désaccords qui vous jugera. C'est ça aussi. Parce qu'effectivement, on sait bien que malgré qu'ils sont censés vous Bien. évaluer sur ce que vous Mais faites, on dit bien que on d'ailleurs. dit bien Bien, que, oui. oui, pardon, bien qu'ils soient censés vous évaluer sur vos compétences, il peut y avoir des désaccords qui produisent parfois des notes injustes, et donc rien n'empêche une partie de contrôle terminal, mais pas l'intégralité du bac. Mais voilà, c'est ça, c'est pas l'intégralité du bac. Il faut arrêter de là, on se tire une balle dans le pied, dans la tête, je sais pas où, mais on va dans le mur. Il faut aussi, voilà, ça donne une culture du travail si on est évalué au quotidien. Voilà, si finalement ton relevé de notes, il sert à quelque chose. Parce que concrètement, ton relevé Oui, parce de que le relevé de notes qui n'a concrètement- même pas les moyennes pondérées au niveau du bac, enfin qui n'a pas les moyennes voilà. coefficientées du Voilà, bac. ça n'a aucun sert à intérêt. quoi? Il y a 2 choses. Là, on est dans la même chose que le brevet et le livret du socle commun qui marchent comme ça parallèlement, mais qui ne marchent pas ensemble. Il y aurait également des choses à dire évidemment sur les systèmes de notation, la note de 0 à 20, quelle graduation. On parlait tout à l'heure des écarts entre 2 notes. C'est sûr que quand vous donnez une échelle de 0 à 20, il y a de quoi faire des écarts, alors que si elle était de 1 à 5, il y en aurait beaucoup moins, par exemple. Ça peut être un élément, voilà. Non, mais il y a aussi toutes les réflexions qui sont menées sur les acquis. Est-ce que les élèves ont acquis les choses ou pas? Parce que finalement, que veut dire une note? Il y a aussi toutes ces questions-là. Ouais. Je vous renvoie d'ailleurs à quelque chose qui n'a rien à voir, mais regardez l'émission
émissions que moi j'ai vues un petit peu, on ne demande qu'à en rire, vous voyez que la moyenne est située à 12 déjà. Donc là, vous ne comprenez plus rien. C'est-à-dire qu'on vous dit la moyenne de cette émission, c'est 12. Si vous avez en dessous de 12, vous êtes recalé. Voilà, il y a un véritable problème avec le système de notation que cette émission humoristique et qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale peut aussi faire réfléchir. Oui, non, je pense. Voilà, je pense qu'il y a un véritable travail sur la notation Mais là, à l'école. tu donnes un bon exemple. Par exemple, relever le niveau, par exemple, la note du baccalauréat à 12 pourrait être une solution aussi. Si on proposait que... Bah déjà que maintenant on passe avec 8, alors... Non, mais imaginez, par exemple, on propose que les gens ont le bac à 12 de moyenne. Ça change la donne. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, mais ça pourrait être une solution évoquée et sur laquelle on pourrait réfléchir. Je sais que dans certaines universités, notamment en Belgique, l'université de Louvain, la moyenne est à 12. Donc forcément, ça change les choses. Les gens qui sont habitués à avoir 10, bah non, t'arrêtes de passer avec 10, maintenant t'as 12. Ça change là. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui passent comme ça. C'est des résultats de raccro. C'est à la dernière, tu vois, juste à la ligne, juste au 10 et au rattrapage. Voilà, il faut aussi aller... Le rattrapage, effectivement. Voilà, non, mais des questions à se poser. Voilà, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs qui font les rattrapages et qui offrent le bac? Non, on va pas le sacrifier. Moi, et d'autres, en revanche, qui ne le donnent pas alors qu'ils pourraient. Voilà, mais j'ai plus d'expérience quand même de professeurs qui ont tendance à donner le bac et à dire bon, c'est pas grave. Voilà, c'est plus on fait du travail social. Ça serait peut-être le mot de la fin. Le mot de la fin, effectivement, Ouais, le fameux. Des fois, voilà, on fait du travail social. Oh, le pauvre, on va pas lui donner une année supplémentaire. Alors voilà, on va lui donner le bac. Eh bien, merci. C'était effectivement le mot de la fin. Petit retour sur le match. 1-0 alors, Costa Rica-Italie. 70 minutes de match, un carton jaune, des changements, bref. Eh bien, maintenant que l'émission est terminée, vous pouvez aller regarder le match. Vous êtes autorisé maintenant, ou alors peut-être que vous le regardiez en version silencieuse. Rappelons ce soir l'équipe de France qui joue. Ah, allez, la France, bleu, blanc, rouge. Marc, tu seras avec ton maillot de l'équipe de France ce soir, j'imagine? Oui. Voilà. Mais moi, je me demande quel maillot portera Cahuzac. D'accord, Jérôme Cahuzac. Et pourquoi? Parce que tu penses qu'il va porter le maillot suisse? Alors, on peut se le demander. Oh, joli. Effectivement. Très joli. Voilà. Merci à vous d'avoir été... Non, tu voulais rajouter quelque Mais chose? la Hugo question se pose aussi pour tous les tennisman français. D'accord, effectivement, si tu le dis. Tous les tennisman français, Gérard Depardieu également pour la Russie. Voilà. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. On vous rappelle que notre Facebook est toujours ouvert. Vous pouvez y réagir. Facebook politiquement incorrect ou alors le Twitter de l'émission. On est aussi contactable par mail. Vous pouvez regarder bien sûr tout le site internet de Radio Rec, toutes les archives, même quand on n'est pas là. Toutes les autres émissions de nos confrères. De nouvelles émissions sans doute à la rentrée sont à attendre. En cette fin de saison, on peut commencer à anticiper. À vous dire de nous rejoindre évidemment si vous le désirez. Pour cela, il suffit de nous contacter politique@radio-rec avec de c.fr. Voilà. Merci à mes compères de ce soir, Hugo. Bisous. Voilà, et Marc. Bon non, match. mais merci, bonne soirée, bisous, Bonne ce que tu soirée. veux, mais parle quand même. Bonne soirée, Nico. Voilà, Bonne soirée à Marc, tous. de toute façon, une fois qu'on a passé 19h30, il n'est plus capable de rien. Bon, ça va, j'ai pas mal. Bon, bref, on va pas. C'est bon, j'arrête les 31, j'arrête. Merci beaucoup, très belle soirée et à très vite sur Radio Rec. Bonsoir. Bisous.